Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. On est soulagés parce que non, Harry n'est pas mort pendant la première tâche. Au contraire même, il a brillé. Et surtout, il s'est enfin réconcilié avec son ami Ron. Ça fait plaisir de voir enfin notre trio préféré réuni, surtout après le stress et la tension des derniers chapitres. Et en parlant de réunion, on risque bien de retrouver un autre ami fidèle dans ce chapitre 21. En tout cas, dès maintenant, c'est à nous de retrouver notre compagnon de route pour cet épisode. C'est un fidèle auditeur et un membre actif du Discord qu'on est heureux d'avoir comme invité. Et c'est Kevin. Salut Kevin, comment tu vas ? Hello, ça va et vous ? Bah oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir candidaté. On dit que tu es un membre actif du Discord parce que je pense que ton pseudo va peut-être plus résonner pour ceux qui sont sur le Discord que ton véritable prénom. Oui, moi sur Discord du coup c'est Isostar ou Pifstar. Je l'ai un peu transformé avec avec des blagues qu'on fait entre nous. Et voilà quoi, je suis content d'être avec vous. Est-ce que tu es sur le Discord depuis le départ ou pas ? Je suis sur le Discord depuis que vous l'avez lancé et j'ai commencé à être plus actif pendant, on va dire printemps 2023. Ça marche. Et est-ce que tu as gardé ta participation secrète aux autres membres du Discord ? Il y a juste, les admins qui ont vu Cédric et Adéos qui sont tous les deux admins du Discord. Mais sinon, ouais, j'ai gardé un peu la surprise pour les autres Gryffondors avec qui je m'entends très bien. Et puis je me demande si Adéos et Cédric, ils n'ont pas accès au salon là où on enregistre. Ça se trouve, ils peuvent voir qui enregistre. Donc, ouais. En effet, c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Ouais. Ah oui, ouais. Ok, bah voilà. Et, les petits curieux. Et sinon, toi, Kevin, c'est quoi ton rapport à Harry Potter ? Ça fait combien de temps que c'est présent dans ta vie ? Puis ça a quelle place aujourd'hui ? Ça remonte à loin. En fait, je m'en souviens à la cour de récré en primaire. Je jouais un peu à Harry Potter avec d'autres amis de la cour de récré. Je sais qu'on était un petit groupe, 2-3 personnes comme ça. On avait il y avait bien sûr le BG de la classe et lui c'était Harry, c'est lui qui avait toujours les meilleures notes et du coup on le laissait faire Harry quoi. Et moi j'étais plus dans le rôle de Ron et on jouait comme ça à refaire l'histoire. Et c'était, je pense que le deuxième film était sorti. Mais sinon, ouais, moi je me souviens aussi au premier Harry Potter, l'avoir sur cassette et rembobiner à chaque fois et regarder comme ça le film en boucle. Hein. Et sinon, la suite, oui, ça restait quand même, c'était quand même important dans ma vie. Ça a toujours été une zone de confort où je pouvais aller et voilà, quand il y a des moments un peu compliqués dans la vie où je pouvais m'y rendre et avoir comme ça une zone où je pouvais me rendre et je une pouvais safe place. Voilà, une safe place. Et ensuite, là, maintenant dans ma vie via le Discord, via vous, je lis beaucoup moins les livres. En fait, j'aime bien un peu oublier et relire, on va dire après 5 ans et me dire mais il y avait ça dans le livre et être encore fort surpris par et même en vous écoutant en me disant en fait oui c'est vrai que ce détail je l'avais oublié et de recréer la surprise Harry Potter comme ça et voilà. Et tu parlais de l'école primaire et du coup est-ce que je sais pas quel âge t'as exactement mais est-ce que tu fais partie un peu comme nous de cette génération qui a suivi les sorties au fur et à mesure ou t'es un peu plus jeune ? J'ai bientôt 29 ans. Du coup je suis en 95. Donc t'as suivi les 95. Ouais. Et oui, moi j'ai un peu suivi niveau livre. J'ai commencé par les films. Du coup, j'avais déjà le Harry Potter en tête, mais j'ai découvert par la suite. Maugrey Folloy, je pense que je l'ai découvert par le livre, par exemple. Mais je pense que j'ai commencé à lire après le 3e film, plus ou moins. Ok. Et ça remonte déjà. Ouais, ça remonte. Et du coup, oui, l'attente chaque année et tout, et ça je l'ai connu. Et je me souviens, oui,
à la fin même jusqu'au 7e livre, l'état que ça m'a mis à la fin du 7e, quoi. Je pense que j'ai un peu un côté comme ça, un peu hypersensible. Et quand je suis arrivé à la fin du 7e, c'est comme si on me disait, bah voilà, la safe zone, bah, elle est terminée là et ça va être dur d'y retourner. En soi, oui, ça a fait une grande place dans ma vie. Ça a fait une grande partie de ma jeunesse. Et encore maintenant, bah, j'y suis encore. Mais c'est vrai que les sensations de l'époque, j'aimerais bien parfois y retourner. C'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc même si tu es un peu plus proche des films, t'as quand même, par exemple, découvert la fin de l'histoire par le livre. Oui. Ouais, t'as découvert les reliques de la mort. Ok. Bah, c'est intéressant. On fait à peu près partie de la même génération, quoi. À quelques années près, on va nous laisser ça. Et sinon, est-ce que tu t'identifies à une maison en particulier à Poudlard ou pas? Je suis du coup Gryffondor. J'ai toujours aimé les Poufsouffles. Du coup, j'avais été un peu déçu en faisant le test, en me disant bah malheureusement c'est Gryffondor. Mais en vrai, ça me correspond vraiment bien, quoi. Je pense, un Gryffondor, mais même parfois dans le côté un peu négatif du Gryffondor aussi, quoi. Du coup, ça me correspond très très bien. Tout ce qui est défi, courage, etc. Mais parfois me mettre un peu trop en mode j'ai besoin de nouveaux défis pour montrer ce courage mais bon, ça fait partie de moi, quoi. Je suis en minorité. Et ouais, pour une fois. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de Sœurs d'Aigle. Oui, énormément. Et ouais. Et pas beaucoup de Gryffondor au final, je sais plus. Non, c'est vrai, des Gryffondor un peu moins. Donc, Marina, tu ne boudes pas ton plaisir d'avoir Kevin Gryffondor. Partager la même maison. Ok, bah Kevin, tu vas nous suivre, tu vas nous accompagner en tout cas tout au long de ce chapitre et jusqu'à la fin de l'émission avec la volière. Tu seras aussi avec nous sur un petit after show pour les patronus du Patreon. On vous tease la thématique, on va réagir aux petits propos assez sympas de l'actrice qui joue Chourave et qui a récemment dit dans une interview que bon, Harry Potter c'est bien, mais les fans adultes, il faudrait qu'ils passent à autre chose parce que Harry Potter c'est pour les enfants. Donc on va en discuter. Est-ce que Harry Potter c'est vraiment pour les enfants? Un petit droit de réponse à cette actrice. Et que même on ira plus loin et si jamais on aime quelque chose qui est destiné à la base aux enfants. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire aux gens? Ça va être du vitriol. Ça va dénoncer. Non, mais c'est... Après, je dis droit de réponse, mais je crois que notre podcast entier est un droit de réponse, mais néanmoins, on va en débattre un petit peu. Voilà, ça sera l'after show. Mais pour le moment, je crois qu'il est temps de se plonger dans les cuisines de Poudlard qu'on va découvrir dans ce nouveau chapitre. Pour y entrer, vous connaissez sûrement la petite astuce. Il faut chatouiller la poire du tableau pour faire apparaître par magie une poignée de portes qu'on ouvre ensemble dès maintenant. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 21. Le front de libération des elfes de maison. Le soir après la première tâche, Harry, Ron et Hermione décident de monter à la volière pour missionner Coq de porter une lettre à Sirius pour l'informer qu'Harry a survécu face au dragon, et qu'en plus, il est en un seul morceau. Sur le chemin de la volière, Harry profite de ce moment pour raconter ce qu'il a découvert sur Karkaroff, le fait que c'est un mange-mort. Mais Ron, il n'est pas du tout étonné parce qu'après tout, le directeur de Durmstrang est un ami du père de Drago Malfoy, donc peut-être même qu'il avait une capuche sur la tête lors de la Coupe du Monde. Selon Ron, Karkaroff doit se sentir bête en sachant qu'Harry a pu s'en sortir. Pendant cette conversation, Coq est tellement impatient de délivrer un message qu'il n'arrête pas de ululer autour de la tête de tout le monde. Ron l'attrape afin qu'il puisse accrocher le message. Pour Ron, il est impossible que les autres tâches soient encore plus difficiles et il croit vraiment qu'Harry peut s'en sortir. Je peux faire un petit spoil? Enfin, en tout cas, te poser une question spoil. Ouais. Est-ce que ton personnage préféré du chapitre, ça va être Coq? Non, je sais pas, je l'ai pas encore, mon personnage préféré du chapitre. C'est au feeling? Okay. Ouais, c'est au feeling. Ok, t'as pas le droit de prendre Coq. C'est assez marrant le passage avec Coq là qui... on sent que la lettre est beaucoup
plus lourde que lui. Oui, Quoi. il a du mal à Ça me s'envoler. rappelle un peu Flappy Bird, comme ça, sur téléphone, en mode, Oui. il fait vraiment le haut-bas. Du coup, c'est peut-être l'invention du Flappy Bird qui est passée par Ron, quoi. C'est ça. Je crois que Coq, il est toujours hyper enthousiaste et toujours content d'avoir une nouvelle mission, une nouvelle lettre à envoyer, à faire parvenir. Et quelle lettre? Mais à chaque fois, c'est difficile pour lui quand même, c'est une épreuve. Je sais pas si on va le voir, mais je sais pas si c'est le bon format de hibou pour cette grosse lettre quand même. Ouais. Parce qu'Harry a eu beaucoup de choses à raconter. Donc là, on reprend au moment où Ron pense qu'Harry peut s'en sortir. Et donc Hermione, elle voit les choses autrement parce qu'elle se dit que si ça, c'était la première tâche, elle n'ose pas imaginer ce qu'attend Harry. Elle pense que la première tâche, du coup, c'est la plus soft et Ron pense que c'est la plus dure, en fait. J'ai l'impression, non, c'est ça? Ah, c'est une question, pardon. Ouais. Parce Non, qu'en fait, j'ai l'impression que Ron, il se dit, non mais c'est bon, t'as eu des dragons, tu vas pas avoir pire que ça, donc t'as survécu aux dragons et ça va aller large après. J'ai l'impression que c'est son discours et qu'Hermione, c'est bah non, justement, si la première tâche, déjà, c'est un dragon, les autres tâches, j'ose même pas imaginer, en fait. Moi, j'ai surtout l'impression que... Enfin, je l'ai compris comme ça. Ron, il a été impressionné par Harry et sa performance avec le dragon, puis il se dit, finalement, si t'as réussi la première tâche, c'est que tu peux réussir les autres. Et que tu peux même le gagner, ce tournoi. Enfin, c'est en tout cas ce que pas mal de gens vont dire à Harry. Et après, Hermione, elle est très pragmatique, comme à son habitude. Enfin, voilà. Ouais. J'ai l'impression que Ron, il essaye aussi de faire un peu le beau, quoi, de se racheter justement à ce moment-là en mode oh, t'inquiète, t'as fait la première, t'es trop fort, la suite, tu vas la gérer, ça va être facile pour toi. Enfin, il caresse un peu Harry dans le sens du poil en mode ah, t'es le GOAT. il sait qu'il a, allez, qu'il a pas géré ces derniers temps, quoi. Il se dit bon, allez Harry, il est avec toi maintenant, t'inquiète. Ouais, il en fait peut-être un peu trop. Je pense que Hermione aussi, elle le voit et je pense à ce moment-là, elle a un peu les yeux en l'air en mode c'est bon, arrête. on fait trop. C'est ça. C'est un peu comme Ron, il va faire pareil dans les Reliques de la Mort, quand une fois qu'il est revenu pour la chasse aux Horcruxes, il est tout gentil avec Hermione et tout ça. Donc ouais, ça peut rappeler ça en fait un peu. Ron reproche donc à Hermione de gâcher le moral de son petit Harry. Hein. C'est l'amour fou à nouveau. Et qu'elle pourrait même faire équipe avec le professeur Trelawney. Et sur ce, il lance Coxigru qui fait une chute de quelques mètres avant de pouvoir reprendre le contrôle de son vol. C'était chaud quand même. Et c'était chaud parce que, en fait, Harry, il n'a pas pu résister à faire un compte-rendu détaillé de la façon dont il a réussi la première tâche. Donc le pauvre petit Coxigru, je pense qu'il avait une lettre un peu lourde. Il y a un monde où il remontait pas, tu vois. Oh petit coq. Désormais, il est temps pour nos 3 amis de descendre à la fête en l'honneur d'Harry. En plus, Fred et George ont rapporté plein de trucs de la cuisine et pas que. Un tumulte joyeux retentit dès que les 3 amis arrivent dans la salle commune des Gryffondor. Et effectivement, les jumeaux ont rapporté plein de victuailles de la cuisine, tels que des gâteaux, des cruches pleines de bière au beurre et de jus de citrouille. Et même Dean Thomas a confectionné des impressionnantes banderoles plutôt, dont la plupart représentent la scène de la première tâche. Harry s'installe à une table avec Ron et Hermione et savoure un moment particulier, celui de pouvoir ressentir de nouveau la faim. Mais surtout, alors la faim, F-I-M, je précise, il n'est plus dans cet épisode dépressif. Et surtout, d'être entouré de ses 3 amis. Et en plus de ça, il se rend compte qu'il a 3 mois de libre avant la deuxième tâche. Lee Jordan s'empare de l'œuf qu'Harry a laissé sur la table et l'encourage à l'ouvrir. Hermione s'empresse de rappeler qu'Harry doit trouver la signification tout seul, selon le règlement. Mais Harry lui murmure qu'il devait aussi trouver seul le moyen de prendre l'œuf de dragon. Et du coup, Hermione a un petit sourire coupable. Bah, c'est vrai que c'est un peu hypocrite de sa part, parce que elle l'a aidé au sortilège d'attraction et tout. Ouais, mais c'est tellement... c'est dans ses gènes de dire « Mais c'est contraire au règlement !» Ouais, puis peut-être devant tout le monde aussi. C'est peut-être ça aussi. Oui. Elle se donne un peu un genre devant tout le monde, alors qu'elle est la première à aider Harry. Alors, en soi, elle n'est pas censée le faire. Et peu importe le règlement. Enfin, je sais pas si, en vrai, ils ont pas le droit d'être aidés, les champions. Bah, là, c'est ce qu'il dit. Hein. Le règlement est un peu flou, quand même. On l'a déjà dit, mais... On le connaît pas trop, ce règlement. C'est vrai que j'imagine pas, même
Cédric ou Victor restaient dans son coin avec les énigmes en mode, dans leur coin, en mode, bah voilà, on n'a pas envie d'être aidé. Je pense qu'il y a des camarades aussi à eux qui sont là pour eux, quoi. Puis ils sont forcément aidés parce que on voit bien par exemple que Karkaroff, dans ce qu'on a déjà vu, il est prêt à suivre Madame Maxime et tout, à choper le moindre indice sur la tâche à venir. Enfin, s'il fait ça, évidemment qu'il aide Victor Krum, et je pense que Madame Maxime, elle aide aussi Fleur. Enfin, ils sont pas du tout seuls, et puis ils trichent ouvertement, donc se faire aider, je pense qu'ils le font tous, quoi. Et je pense que le règlement, il est pas non plus super clair par rapport à ça, j'ai l'impression. Parce qu'on s'était interrogé, par exemple, si tu pouvais déclarer forfait. On sait même pas si vraiment la coupe de feu, c'est un truc qui est toléré ou pas, mais je vois pas pourquoi ça serait pas toléré et quelles conséquences ça pourrait avoir, tu vois, si tu déclarais forfait. Donc, ouais, c'est un peu flou quand même, tout ça. Plusieurs voix encouragent Harry à ouvrir l'œuf. Harry cède à la foule et prend l'œuf, qui, une fois ouvert, pousse une plainte aiguë. Désormais, tout le monde veut qu'Harry le ferme au plus vite. Neville est tellement choqué qu'il pense que l'indice, c'est en fait les plaintes de ces gens, et ces gens se plaignent, en fait, poussent des plaintes parce qu'ils subissent Doloris, et qu'Harry va devoir y résister, donc au sortilège de Doloris. Mais George rassure Neville car c'est illégal et on peut pas faire ça à un champion. Sans transition, Fred propose à Hermione de la tarte à la confiture et Hermione lui rend un regard un peu soupçonneux. Mais il la rassure en lui disant que c'était juste les tartes au caramel qui contiennent une petite blague. Et évidemment, c'est Neville qui est en train de manger une tarte au caramel et il la recrache automatiquement. Juste un truc là sur la remarque de Neville, c'est un petit peu, ça passe comme une lettre à la poste ici, mais c'est un peu glaçant quand on y pense parce que lui, ça lui évoque des cris de douleur de l'Andoloris et en fait, on sait pas, mais ça lui rappelle ce qui est arrivé à ses parents. Bah oui, en fait. c'est ça. C'est assez glaçant quoi quand on y pense. Et c'est pareil là, il y a une petite anecdote avec Simus qui dit qu'il croit entendre le spectre de la mort. Et il y a un autre passage, dans le 3e tome, lors les cours de défense contre les forces du mal, avec les épouvantards, c'est vraiment le spectre de la mort qu'il voit à ce moment-là. C'est sa plus grande peur, ouais. Moi, quand j'ai lu, j'ai fait là aussi, genre, il y a vraiment un lien entre chaque livre. D'où toutes les petites fiches personnages de J.K. Rowling, toutes les petites notes sur chaque élément, chaque personnage, et effectivement, elle le ramène ici. Ouais, c'est vrai. Et pour Neville, je sais pas à quel âge il a. Enfin, est-ce qu'il a vu ses parents se faire torturer devant lui ? Non, moi, c'est une bonne question. Dans tous les cas, il était trop jeune, je pense, pour s'en souvenir. C'est comme Harry. Mais donc, je pense pas que ça soit quelque chose qui est de l'ordre du souvenir, même si, par exemple, face au détraqueur, Harry va entendre le cri de sa mère, par exemple, mais c'est quelque chose d'inconscient, on va dire. Du coup, il connaît les effets de l'Andoloris. Et quand il entend un cri comme ça, je pense que instinctivement, peut-être même inconsciemment, il doit penser à ses parents. Par contre, même s'il était présent, et j'espère pas qu'il l'était, mais même s'il était là, je suis pas sûr qu'il s'en souvienne. Pour moi, il était trop petit, il devait avoir 1 an et quelques. C'est comme Harry qui entend le cri de sa mère. Peut-être qu'il a juste dans ses cauchemars ou quoi, des cris aussi de ses parents, quoi. Un traumatisme, ouais. Comme la lumière verte de Harry, les cris de sa mère, ouais. Peut-être qu'il fait des cauchemars un peu similaires à Harry, hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Hermione lui demande si c'est à la cuisine qu'il est allé chercher tout ça. Fred répond oui, avec un grand sourire. Et là, pour provoquer Hermione, et on est d'accord, c'est pour rien d'autre que la provoquer, il se met à imiter un elfe de maison. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir, monsieur, nous irons vous chercher tout ce que vous voudrez. Voilà, j'ai tenté l'imitation. Il nous faut un elfe de maison, en vrai. je balance ma carte de la SALE, je fais un elfe de maison chez moi. N'importe quoi. D'un air dégagé, voire un peu trop, Hermione demande comment faire pour aller dans les cuisines. Et Fred lui répond que c'est hyper facile. Il y a une porte cachée derrière un tableau qui représente des fruits. Il suffit de chatouiller la poire qui se met à rigoler. Mais Fred s'arrête. Pourquoi Hermione veut savoir ça ? George lui demande si elle a l'intention d'encourager les elfes à se rebeller. Fred la met en garde de ne pas se mettre des idées comme ça, comme avoir des vêtements et des salaires. Ça va les empêcher de travailler. Heureusement, à cet instant, Neville provoque malgré lui une diversion qui tombe très bien. Les crèmes caramel sont bien ensorcelées et le pauvre Neville s'est transformé en petit canari.
Heureusement, ces effets sont temporaires et Neville retrouve son aspect normal et trouve même ça marrant. Ah ouais? Enfin, je me demande comment ces friandises ils sont fabriqués du coup. Si c'est un mélange de potions, de charmes, de sortilèges, je les imagine bien, mais en fait, il faut vraiment avoir des compétences un peu dans chaque cours pour fabriquer des choses comme ça, quoi. Ou peut-être en métamorphose aussi. Peut-être que les cours de McGonagall servent à quelque chose dans ce cas-ci, quoi. Non, ouais, et je crois que c'est Hermione qui est parfois impressionnée par la magie de Fred et George, parce que même s'ils sont pas très bons élèves, bah, les produits qu'ils font, ils marchent bien et tout. Puis là, c'est de la métamorphose, là, pour le coup. Neville, il se métamorphose en canari. Alors, pourquoi un canari À quel moment, dans leur brainstorming, à tous les deux, se sont dit, tiens, ouais, canari. Caramel, canari. Ça passe bien. Ah ouais, peut-être, ouais. Mais ouais. Moi, ce que j'aime bien chez Fred et George à ce moment-là, c'est que ça m'a fait penser un peu à la carte du maraudeur, parce que ils pourraient garder leur secret pour eux, de la même façon qu'ils auraient pu garder secrètement la carte du maraudeur avec eux et pas la proposer à Harry, qui pouvait pas sortir après Poudlard l'année précédente, etc. Mais en fait, ils sont tout de suite dans le partage, parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'autres élèves qui vont dans les cuisines de Poudlard, mais j'ai l'impression que non. Ça fait partie peut-être des rares élèves qui savent comment y aller et qui y vont. Et pour autant, dès que Hermione leur demande mais vous faites comment et tout de suite c'est ah bah ouais, bah il suffit de faire ça, il suffit de machin. Et j'aime bien, quoi. Ils gardent pas leur secret pour eux, quoi. Ils gardent pas leur secret pour eux, mais quand même, ils profitent de cette petite diversion pour faire leur pub. Crème Canary pour 7 mornilles pièces. J'aime bien ce qu'ils aient commencé leur business dans les dortoirs, dans les fêtes, comme ça. Et finalement, qu'ils aient réussi, grâce à l'argent qu'Harry leur a donné, à développer tout un vrai commerce, en fait. Ouais, ils font leur expérimentation aussi. Parce que, par exemple, Neville, il leur sert peut-être de cobaye. Aussi, oui. C'était discutable. Je crois qu'ils testent tous leurs trucs sur eux-mêmes. Mais moi, je pense qu'ils sont servis aussi des élèves. Ouais. Puis je crois que dans l'Ordre du Phénix, c'est carrément assumé. Les 3 amis remontent de la petite soirée aux alentours d'1h du matin. Harry pose son bagarre miniature sur la table de nuit et le dragon se roule en boule et ferme les yeux. En s'endormant, Harry pense qu'Hagrid a raison. Ces dragons ne sont pas si terribles que ça. Bah, c'est sûr que quand tu les laisses tranquilles... Ouais, c'est ça, ils sont mignons quand tu essaies pas de voler leurs enfants, quoi. Mais voilà. Enfin, en tout cas, même si je crois qu'il y a des dragons qui peuvent s'attaquer aux humains, aux sorciers, bon, là, ils ont quand même un peu cherché, là. Le mois de décembre à Poudlard est venteux et neigeux. Les élèves de Durmstrang ne doivent pas être au top du confort dans leur bateau, ni ceux de beaux bâtons dans leur carrosse. À cause du froid, Hagrid prend l'habitude de fournir du whisky pur malt aux chevaux de Madame Maxime. Attends, aux cheveux de Madame Maxime? Aux chevaux. Aux cheveux? Non, c'est un shampoing. Les vapeurs d'alcool ont fait tourner la... Parce que c'est proche de la classe aux soins de créatures magiques, en fait. Et du coup, les vapeurs d'alcool font tourner la tête des pauvres élèves lors d'une classe. Au cours de soins aux créatures magiques, ce qui ne les a pas aidés à s'occuper des scrouts à pétard. Et le cours est imminent. Ils sont tous bourrés. Oh là là, mon Dieu. Il ne reste que 10 scrouts qui mesurent désormais près d'1,80 m. Toute la classe est désespérée de voir qu'Hagrid est arrivé avec les boîtes dans lesquelles il a disposé des oreillers et d'épaisses couvertures. Hagrid ne s'est pas demandé si cette espèce hibernait, donc ils vont tenter de les installer confortablement dans ces petites boîtes et voir s'ils veulent bien piquer un petit somme. Spoiler alerte, les scrouts n'hibernent pas et n'aiment apparemment pas être enfermés dans des boîtes douillettes, qui sont désormais des débris calcinés. Moi, je me demande, au niveau des scrouts, je comprends pas le programme scolaire de Hagrid, quoi. Je veux dire... Il en a pas. Il passe quand même, tout le trimestre, voire plus même, parce que c'est pas terminé, hein, les scrouts, à s'occuper d'une seule créature magique dont ils connaissent rien. Enfin, c'est un peu en roue libre, quoi. Il fait ce qu'il veut. Et même dans ce cours-là, du coup, il n'y a pas besoin de... Je sais qu'en 3e, ils achètent un livre. Mais là, pour cette année, du coup, si on ne sait pas d'où viennent ces créatures, on n'a pas de traces écrites sur eux non plus, quoi. Du coup, c'est vraiment un pro total.
Ah bah, une nouvelle créature, on va s'occuper d'eux et voilà quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est On va faire des expérimentations. Bah ouais, je crois que, enfin, j'ai l'impression que les créatures elles-mêmes sont des expérimentations. Enfin, c'est un croisement qui a peut-être jamais été fait. Donc ouais, là-dessus, il y a même pas d'ouvrage. Il y a rien à apprendre si ce n'est par l'expérience, en les regardant, en faisant des trucs. Mais je trouve ça un peu léger pour des élèves de 4e année, quoi, parce que l'apprentissage de terrain directement, quoi. Ouais, ils ont peut-être fait un peu le tour, quoi, là. Puis là, en plus, ça devient de plus en plus dangereux. Certains élèves courageux, notamment Malfoy, Crabbe et Goyle en tête, se sont réfugiés dans la cabane d'Hagrid et se sont barricadés à l'intérieur. Harry, Ron et Hermione et quelques autres sont restés auprès de leur professeur pour l'aider. En combinant leurs forces, ils ont réussi à attacher quelques scouts, bien qu'il y ait un prix à payer, des brûlures et des écorchures. Sympa le coup. Plus les vapeurs d'alcool. Ouh. Il ne reste désormais plus qu'un scout et apparemment, Harry s'est donné la mission de l'attraper. Bien que l'apparence du scout le dégoûte au plus haut point. Ce qu'il dégoûte, c'est leur épaisse carapace grise, leur dard et leur ventouse. Ouais, surtout le fait qu'ils pètent du feu, quoi. D'ailleurs, je l'avais déjà dit, mais si vous avez la chance un jour, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais d'aller au parc Universal à Orlando, sur le roller coaster de Hagrid, on peut voir un Scout Sapétard taille réelle. Et il paraît péter du feu. Et bah, je veux pas spoiler ce qui se passe, mais il se passe un petit truc. Il y a une petite animation, c'est un animatronique vraiment taille réelle et ça a l'air complètement fou. J'adorerais faire cette attraction, c'est une de mes attractions de rêve. Est-ce qu'il y a aussi l'odeur d'alcool aussi quand dans l'attraction ou là c'est à part? Non. Par contre, c'est vraiment une sidecar. Donc, soit t'es sur la moto, soit t'es dans le truc d'à côté. Enfin, c'est trop cool, quoi. Et il y a la voix d'Hagrid, donc la voix de Robbie Coltrane qui t'accompagne pendant tout le trajet, enfin pendant toute la montagne russe. Et ça a l'air mortel. J'ai trop envie de le faire. Le premier essai d'Harry et Ron consiste à envoyer des étincelles rouges par la baguette. Mais Hagrid leur dit de ne pas faire ça. Il faut passer tout simplement une corde autour du cou du scout. Rita Skeeter apparaît et elle a l'air de savourer le désordre tout en étant appuyant nonchalamment contre la clôture du jardin d'Hagrid. Hagrid alors se jette sur le scout qui a coincé Ron et Harry contre le mur, mais un jet de feu jaillit de son derrière et carbonise les citrouilles qui se trouvent derrière lui. C'est alors qu'Hagrid voit seulement Rita et lui demande qui elle est. Elle se présente fièrement comme Rita Skeeter, mais Hagrid lui rappelle qu'il lui semble que Dumbledore lui a interdit de rester dans l'enceinte de Poudlard. Rita Skeeter, comme d'habitude, elle ne se laisse pas démonter puisqu'elle lui demande des infos sur ces fameuses créatures. Des scouts à pétard. Où est-ce qu'il s'est bien procuré ces créatures? Et ça, c'est une bonne question. Harry se l'est toujours demandé. Hermione décide de détourner l'attention de Rita en disant que ce sont des créatures très intéressantes. Et Harry approuve. Et l'attention de Rita Skeeter se tourne alors vers lui pour lui demander ce qu'il pense du cours aux soins de créatures magiques. Bien évidemment, Harry soutient son ami Hagrid qui lui rend par un grand sourire. La journaliste apprend que ça fait 2 ans qu'Hagrid tient ce cours et en voyant certains élèves blessés comme Dean par exemple, qui a une grosse coupure à la joue, la journaliste n'est pas près de desserrer ses griffes sur Hagrid. Je me suis demandé un truc à ce moment-là. C'est toujours un sujet récurrent, c'est la sécurité à Poudlard. Alors pas directement sur le cours de Scout Sapétard qui n'a absolument aucun sens et qui est beaucoup trop dangereux pour des élèves de 4e année. Mais je me suis demandé par rapport aux Animagus, parce que bon, nous on le sait, un spoiler, si Rita Skeeter elle arrive à rentrer à Poudlard, même si elle n'y est pas invitée et qu'en théorie elle n'a pas le droit d'y être, parce que c'est une Animagus. Et je me suis dit quand même que Dumbledore il a rien fait depuis l'année dernière. Et depuis que Sirius Black a réussi à pénétrer dans le château plusieurs fois parce qu'il était un Animagus. Alors, bon, d'accord, il a appris ensuite que Sirius n'était pas un danger pour l'école, ne l'a jamais été. Mais on peut penser à Croutard, qui était un mange-mort sous forme d'Animagus. Il aurait pu faire un truc, je pense, tu vois, pour renforcer la sécurité et pour faire en sorte que, bah, ok, si t'es un mange-mort sous forme d'Animagus, ou n'importe qui, si t'es un sorcier Animagus, eh ben, il y a une espèce de contrôle, la sécurité se met en place, il y a une espèce de barrière magique.
Et on voit que non, parce que Rita Skeeter, elle se balade librement à Poudlard, donc ça veut dire que tu t'appelles Voldemort et t'es juste un animagus, tu peux rentrer à Poudlard, la porte est ouverte, quoi. Je sais plus c'est dans quel jeu ou si c'est dans le livre où il est mentionné que en tant qu'animagus, il faut s'inscrire au ministère et il y en a qui le font pas justement pour rester cachés. Du coup, on peut deviner que Rita, elle s'est pas, on va dire, elle s'est pas annoncée en tant qu'animagus auprès du ministère et c'est pour ça qu'on sait pas qu'elle est, qu'elle se transforme pour espionner les gens, quoi. Oui, ça c'est sûr, elle est pas enregistrée. C'est-à-dire que le ministère le sait pas, que c'est une animagus. Les maraudeurs, c'était pareil, par exemple. Mais néanmoins, j'ai du mal à croire, après le 4, qu'il n'y ait pas eu des mesures, des sécurités magiques pour empêcher des animagus de rentrer. Je pense que c'est le cas après le 4, après le retour de Voldemort. Parce qu'on voit bien, par exemple, dans Le Prince de Sang Mêlé, tout le plan de Drago Malfoy pour faire rentrer des mange-morts, l'armoire à disparaître et compagnie. Je sais pas s'il y a des mange-morts néanmoins qui sont des animagus, mais des animagi. Mais ça a l'air plus simple quand t'es animagus, quoi. Je sais pas, enfin, ça met du temps à devenir animagus, etc. Mais je me dis, pourquoi faire tout un plan comme ça? Pareil pour la bataille de Poudlard et compagnie, si il suffit de te transformer en animal et que tu peux rentrer dans les enceintes de Poudlard, quoi. Les mesures de sécurité, on le sait, ont été renforcées après le retour de Voldemort. Et je pense par exemple ce que fait Rita Skeeter là sous forme d'animagus non déclaré, je pense pas qu'elle puisse le faire à partir du tome 5. On pourrait se dire, même si c'est mis en place après, il aurait pu le mettre en place maintenant parce que je veux dire, il y a quand même eu un mange-mort à Poudlard pendant 3 ans sous forme d'animagus. Il aurait pu se dire, je vais peut-être faire un truc, je sais pas, repenser la sécurité. Bah non, il le fait pas, quoi. Est-ce qu'il y a des sorts qui permettent de voir qu'une personne est animagus? Bah, pas à notre connaissance, mais on sait qu'il y a quand même, Poudlard est ultra protégé à partir du 5 quand même. Donc en fait, il y a des sortilèges de protection. On en a un petit peu connaissance, mais partiellement. Par exemple, tous les sortilèges que lance Hermione autour de leur tente dans les reliques de la mort, à chaque fois qu'ils s'installent à un endroit. Pareil, quand ils protègent Poudlard au moment de la bataille de Poudlard. Enfin, il y a plein de trucs. Je pense que oui, ça doit exister, une barrière magique. Un peu comme à Gringotts avec la fontaine. Là, si on passe sous la fontaine, si on a un déguisement, bah en fait, le déguisement s'enlève et c'est notre réelle nature qui est là. Bah, je pense qu'on peut imaginer la même chose, une espèce de porte magique. En gros, bah, si tu passes la barrière, c'est un animagus, pouf, tu te transformes en... T'as ta forme humaine et puis ta forme animale. Quelque chose comme ça, je suis sûr que ça existe. Ouais, sûrement. Désormais, Rita Skeeter essaye d'obtenir une interview d'Hagrid dans le cadre de la rubrique zoologique de la Gazette. Et malheureusement, Hagrid est partant et ça me semble être une tellement mauvaise idée. En plus, je ne dis ça, mais je ne dis rien. L'interview va se passer aux 3 balais. On va tous espérer qu'Hagrid va prendre un Diabolo-Grenadine. Je pense pas. Sinon, ça va être la cata. J'aurais pas dû dire ça. Ça m'a fait penser un peu à Ombrage dans le tome d'après, qui va assister à un cours de Hagrid en tant que grande inquisitrice. Elle le fait passer vraiment pour quelqu'un qui sait pas parler, vraiment d'arriéré. Alors là, Rita Skeeter, c'est un peu autre chose, mais c'est quand même une intruse dans un cours qui est là pour le piéger aussi, tu vois, et qui juge, qui est dans l'ultra-jugement de sa condition de demi-géant, quoi, tu vois. Ça m'a fait un peu penser à ça, quand même. Depuis que Hagrid il connaît Harry, je pense qu'il a pas non plus... il n'y a pas une année tranquille pour lui non plus, quoi. Ouais, je me dis, le pauvre aussi, quand même. En fait, Poudlard, c'était tranquille avant l'arrivée d'Harry. Ouais. C'était pas si mal que ça, en fait. Bah, sauf si dangereux que ça. Sauf l'année où se déroule mon jeu d'Hogwarts Legacy, où il se passe des grosses dingueries pareil. C'est vrai. Oui, puis sauf les années Tom Jedusor, quoi. Oui. Non, mais c'est marrant d'imaginer que Poudlard a connu 10 ans de calme avant que Harry arrive avec tous ces problèmes, quoi. C'est une date 10 ans avant Harry, quoi. Ouais. La cloche sonne la fin du cours. Hermione et Harry sont inquiets de ce qu'il peut advenir de l'interview et espèrent fortement qu'Hagrid n'a pas obtenu illégalement les scrouts à pétard. Mais c'est exactement ce qu'il est capable de faire. Mais Ron leur dit que Dumbledore n'a jamais viré Hagrid malgré tous les ennuis qu'il a déjà eus. Dans le pire des cas, il devra se débarrasser des scrouts à pétard et ça sera tant mieux. Cet après-midi, le prochain cours, c'est Divination.
Et évidemment, Harry, il est super content d'y aller. Il a récupéré son ami et ils vont pouvoir en rire. Ils peuvent recommencer à faire les pires prédictions possibles. Mais Trelawney n'est pas si folle que ça. Elle fait mention de quelques personnes frivoles dans son cours, mais ils le feront moins s'ils avaient vu ce qu'elle avait vu dans sa boule de cristal. Et je vous fais deviner en 1000, la mort. L'effet attendu touche à Parvati et Lavande qui sont toujours très bons publics des prédictions de Trelawney. Et oui, la mort s'approche du château. Harry n'est plus impressionné de cette prédiction qu'elle a fait au moins 80 fois. Si jamais Harry était mort autant qu'annoncé par Trelawney, il serait devenu un super concentré de fantômes selon Ron. C'est pas faux. Mais au moins, il ressort des cours sans devoir. Et Ron, ce petit sadique, espère qu'Hermione en a car il adore ne rien faire pendant qu'elle travaille. Ça, j'ai trouvé ça gratuit. Après, pour revenir à Trelawney, il y a toujours ce truc où même si ses prédictions paraissent bidons, elles ne sont pas tant que ça parce que Bah oui, la mort approche à Poudlard, elle a raison. elle approche depuis la première année d'Harry. Ouais, mais là, vraiment... Mais là, encore plus, oui. La fin de oui, l'année, elle va Cédric signer la et mort de tout, Cédric. Alors, est-ce que c'est pas la mort de Cédric qu'elle voit dans sa boule? Bah, elle a raison depuis le début. Bah après, est-ce qu'elle annonce pas la mort chaque année, même pendant les années calmes? Bah après, je veux dire, elle est quand même persuadée que Harry va mourir, quoi, avec le Elle a Sinistros pas et tort. tout. Bah, si, pour le Finalement. coup, il est pas mort. Bah, il va mourir un jour. Enfin, il va mourir. Oui et non, à un moment, il va mourir, il va revenir des limbes. Ah oui. C'est une petite mort. Ah, mais là, quand on même. est quand même, tu vois, enfin, ouais, dans ce qui va se passer dans 4-5 ans plus tard, mais oui, il y a toujours une ambiguïté, de toute façon. Elle paraît ridicule, mais elle l'est pas tant que ça. Puis ça dépend, parce que ça se trouve, chaque année, elle choisit un élève et chaque année, elle lui Oui. dit c'est toi qui vas mourir cette année, quoi, ça, pendant cette promo. Ouais, peut-être qu'elle, pour les autres années aussi, pour les 5e, les 6e, peut-être qu'elle dit, enfin, elle a un bouc émissaire aussi en mode, ah, c'est toi qui vas mourir cette Ouais. année, quoi. C'est la version de vous êtes la pire classe Ah que oui. j'ai jamais eue dans toute ma carrière. Ça fait 20 ans que je suis prof et je n'ai jamais vu ça, les 6e B. C'est bizarre, on faisait tous partie de classes différentes, mais on l'a tous entendu. Oui. C'est bizarre, hein. C'est fou. Non, mais ouais. Et puis, oui, j'aime bien la remarque de Ron aussi. J'adore ne rien faire quand Hermione travaille. Mais justement, Hermione, elle ne montre pas le bout de son nez ni pendant le dîner, ni à la bibliothèque, où est Krum. Ron l'observe derrière les rayons et se demande s'il peut lui demander un autographe, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait le comportement d'une dizaine de filles qui faisaient exactement pareil que lui. Alors qu'il se demande où est passée Hermione, il donne le mot de passe Faribole à la grosse dame. Le portrait a à peine pivoté qu'ils entendent derrière eux les pas précipités d'Hermione. Une fois arrivé jusqu'à eux, Hermione dit à Harry qu'il doit absolument la suivre parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Tiré dans le couloir par Hermione, Harry est étonné, puis il la suit par curiosité, bientôt suivi de Ron. La grosse dame se plaint derrière eux des élèves qui lui font perdre son temps. Après là, la grosse dame, elle se plaint, mais on avait déjà dit, mais je suis sûr qu'elle passe son temps en fait à écouter les petites discussions, tu vois, qu'il y a devant son portrait. Elle doit écouter tous les potins, etc. Donc elle se plaint, mais en même temps, elle aime bien quand il se passe de l'animation devant elle. Enfin, je l'imagine un peu comme ça, quoi. Fameuse grosse dame. Non mais de toute façon, toujours pervertie, tu sais pas ce qu'elle m'a dit. Et puis la vente. Ouais, puis on l'avait vu, elle parle à un personnage qui s'appelle Violette. Enfin, c'est le soir d'Halloween où les champions sont sélectionnés. En fait, la grosse dame, avant même que Harry remonte, elle sait déjà tout parce que Violette lui a raconté dans son portrait. Enfin, voilà. Je me demande si c'est pas ça aussi qui nourrit un peu les tableaux, quoi. Les dires, en fait, des élèves qui passent devant, c'est comme ça enfin, c'est des informations qui rentrent et du coup, je pense que ça la rend encore plus vivante, peut-être en tant que tableau, quoi. Ouais. Ouais, bah en tout cas, elle doit pas s'ennuyer, quoi. Enfin, même si ça paraît ennuyant en soi de juste ouvrir la porte si quelqu'un dit le mot de passe, mais je pense que ça se limite pas à ça. Et puis elle doit échanger aussi avec les élèves et tout. En tout cas, elle aime bien aussi être derrière leur dos, quoi. Elle aime bien leur faire la morale et tout. Ça arrive quelques fois d'ailleurs. Là, elle le fait, mais je crois que ça va arriver de nouveau
J'ai un souvenir comme ça où je sais plus dans quel contexte, mais c'est dans la nuit et elle dit qu'elle ouvre pas parce que le mot de passe est pas bon. Puis en fait, ils repartent et elle dit mais non, mais je plaisantais, rentrez et tout. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un peu ridicule quand on y pense le mot de passe. Pourquoi? Bah, elle les connaît forcément, les élèves. Hein, je veux dire, c'est toujours les mêmes, tu vois. Ah oui, oui. Pourquoi leur demander un mot de passe alors qu'elle les connaît par cœur et qu'elle les voit tous les jours? Le polynectar. Ah ouais. ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bonne remarque. On est dans un monde de magie. Hermione leur fait descendre 6 étages, puis en bas de l'escalier en marbre dans le hall, elle tourne à gauche et ouvre une porte. C'est derrière cette même porte que Harry avait vu Cédric rejoindre sa salle commune le jour de la sélection des champions. Il n'est jamais allé dans cette partie du château, et il découvre un grand couloir aux murs de pierre sur lesquels sont attachés des tableaux représentant de la nourriture. Puis Harry s'arrête. Il dit à Hermione qu'il sait où elle les emmène. Ron, en voyant derrière Hermione un tableau qui représente une grande coupe de fruits, fait le lien à son tour. C'est sûr, elle est en train de les embarquer dans un de ces trucs sales. Bon, le contexte est important. Attendez, truc sale, on vous explique. Hermione répond que d'abord, ça se dit là, et ça est le, pas sale, et puis que non, ça n'a rien à voir de toute façon. Après avoir chatouillé la poire verte sur le tableau, cette dernière se met à glousser, la poire, puis la poire se transforme en une poignée qu'Hermione peut ouvrir. La première impression de Harry et Ron est la bonne. Il s'agit bien des cuisines de Poudlard, un lieu qui est aussi vaste que la grande salle qui se trouve au-dessus. La salle est remplie de casseroles et de marmites en tout genre. Dès que la porte s'ouvre, une petite voix familière et surexcitée accueille Harry. C'est bien sûr Dobby. Là, je me suis fait une petite réflexion. Je sais pas si on l'avait déjà eu au temps de la Chambre des Secrets, par exemple. Il est dit que dans le texte que Dobby, il heurte Harry de plein fouet au creux de l'estomac et qu'il le serre si fort que Harry, il a comme les côtes brisées. Et j'ai bien l'impression, du coup, que dans les livres, les elfes de maison, ils sont plus grands, non? Parce que dans le film, je vois pas Dobby heurter de plein fouet le creux de l'estomac de Harry. Il lui arrive au genou, quoi, dans le film. Au genou? Ah ouais? Un peu plus haut. Bah, moi, non. je l'imaginais Non, un peu sauter, plus du haut. coup. Ah oui, c'est creux de l'estomac, c'est... Oui. Il est pas si petit, hein. Vous êtes sûr? Ah ouais. Petite recherche. Ouais. Moi, je l'imagine sauter, du coup, à ce moment-là, comme je l'imagine aussi petit. Je l'imagine sauter sur Harry en mode câlin, quoi. Je cherche une photo où il serait genre à côté de Harry. Non, un genou, j'exagère de fou. Bah oui. Mais il lui arrive quand même... Au milieu du ventre, quoi, quand même. Donc l'estomac. Le haut de sa tête, c'est la ceinture, tu vois. Non. Ah quand non. même. Je crois pas. Hein. Ah ouais? J'ai l'impression que si. Pas l'impression. Regarde la taille qu'il fait, il est pas si grand que ça, Dobby. Hein. Bah oui, mais quand même. Ok. Mais après, oui, de toute façon, c'est comme dit Kevin, s'il saute pour le coup, oui, ça pourrait Après, marcher. Harry, il grandit aussi, quoi. Ouais. Sa scolarité, et du coup... je vois... Ah non, pardon. J'ai fait recherche, et c'est juste la dimension de la statue, mais pas du vrai Dobby, quoi. Ah oui. Je me demande s'il y a une taille quelque part. Taille réelle, peut-être. Bah, je sais pas, ouais. Non, je pense pas. Mais c'est plus une impression de lecture. En lisant, j'ai l'impression que dans l'imaginaire de J.K. Rowling, elle imagine quand même des elfes un peu plus grands, quand même, qui sont pas si petits que ça. Mais je sais pas, c'est peut-être une fausse impression. En tout cas, Dobby, il regarde Harry avec émotion, ses grands yeux globuleux remplis de larmes. L'elfe n'a pas changé, sinon ses vêtements. La taie d'oreiller crasseuse que lui faisaient porter les Malfoy en guise d'esclavage a laissé place désormais à un assortiment de vêtements incohérents. Harry reconnaît notamment sa propre chaussette au pied de l'elfe, celle-là même qui avait permis de le libérer 2 ans plus tôt. Il est quand même dit qu'il a une cravate ornée de fer à cheval. Moi, je me demande si Dobby, il est pas en avance, en fait, dans la mode. C'est pas un visionnaire, tu vois. C'est un peu la Fashion Week, Dobby, tu vois. En même temps, quand tu regardes les tenues de la Fashion Week... bah oui, voilà. Non, mais la description qu'en effet, cravate ornée de fer à cheval, et puis il est torse nu aussi. Ça se trouve, il est en avance sur son temps et que c'est un artiste. Tu me mets une robe effet sac poubelle. Oui. Alors ça serait la honte si ça venait de Primark, mais là, c'est Gucci, donc c'est mode. C'est vrai que je mets rarement aussi des cravates en étant torse nu, quoi. Oui, ouais.
Mais ça s'appelle comment le truc à Paris, là, justement, où je dis La Fashion Week. La Fashion Week, ça passe, tu vois. Genre, tu mets une cravate torse nu, une cravate ornée de fer à cheval à la Dobby. Je pense que c'est waouh, tu te fais prendre en photo et tout. Waouh, stylé. Collection Dobby, printemps 2024. Dobby explique à Harry qu'il travaille ici désormais et que c'est grâce à Dumbledore que Winky et lui sont maintenant dans les cuisines de Poudlard. Harry est surpris d'apprendre que Winky est là aussi. En suivant Dobby dans la vaste pièce, il voit que 4 tables identiques à la grande salle sont disposées de la même manière. Tout autour d'eux, une bonne centaine d'elfes leur sourient en tirant des révérences sur leur passage. Tous portent un uniforme de Poudlard, ou plutôt un torchon, on va dire, aux couleurs de l'école que les elfes portent comme une toge. Et en effet, assis sur un tabouret près du feu, se trouve bien Winky, l'ancienne elfe de Monsieur Croupton. Alors contrairement à Dobby, Winky, elle est dans un état lamentable, avec des vêtements couverts de taches. Quand Harry lui dit bonjour, l'elfe fond en larmes, ce qui déchire le cœur d'Hermione qui tente de la consoler. Petite vibe Marina chez Hermione à ce moment-là. Oh, qu'est-ce qu'elle a, la petite Winky? Je vais aller la consoler. Et c'est étonnant que Dobby ne soit pas venu rendre visite à Harry, travaillant dans les cuisines. Bah, on va voir plus tard qu'il lui demande s'il peut venir le voir. Et Harry accepte. Et donc, je pense que Dobby, il ose pas, tu vois, limite. Ouais, tu penses? Je pense qu'il a pas osé. Depuis qu'il est arrivé, il a peut-être pas osé. Il est encore matrixé aussi. On va le voir aussi plus tard, mais même s'il est libre, hein, dans sa tête, c'est encore assez dur, quoi, de se considérer comme tel. Il a des réactions en mode, il va demander à quelqu'un pour aller le voir, ou plus tard, il continue aussi à se punir, quoi. C'est dans sa nature. Bon, c'est un peu drôle quand on pense que, par contre, dans le tome 2, il a pourri la vie de Harry sans qu'Harry il ait rien demandé. Oui. Enfin, il lui a permis aussi de découvrir la vérité et certainement de survivre, mais bon, oui. Pour le coup, ça le gênait un peu moins dans le tome 2. Dobby, lui, il a pas l'air plus perturbé que ça par le comportement de Winky et il leur demande à tous s'ils veulent une tasse de thé. Aussitôt la proposition acceptée, des elfes se précipitent sur eux avec tout le nécessaire posé sur un grand plateau d'argent. Ron, il est aux anges, il trouve le service impeccable, ce qui lui vaut un regard sévère de la part d'Hermione. Ouais, c'est ça, c'est que Ron... je pense que là, il se dit, je vais venir ici plus souvent, je crois. Pourquoi ils m'en ont pas parlé avant, Fred et George? Dobby explique à Harry qu'il est ici depuis 1 semaine seulement. Oui, voilà, ça fait pas si longtemps que ça aussi, hein, qu'il est là. Avec Winky, ils sont arrivés il y a 1 semaine. Mais je pense que pendant cette semaine-là, il a peut-être pas osé aller voir Harry, quoi. Et c'est lui, Dobby, qui est venu voir Dumbledore parce qu'il ne trouvait pas de travail, comme c'est souvent le cas pour les elfes qui ont été renvoyés. Et surtout que maintenant, Dobby veut être payé. Alors les elfes autour d'eux à ce moment-là, ils étaient, jusqu'alors ils étaient assez attentifs, mais là, en entendant Dobby dire ça, ils semblent aussitôt très gênés par ses propos. Et Hermione apporte son encouragement à Dobby, qui précise qu'il aime travailler, mais qu'il aime aussi porter des vêtements, donc il veut être payé. Et là, c'est exactement le discours de Marina, en fait. Dobby, c'est Marina. Pourquoi Marina a envie d'être payée pour le podcast? Non, Marina, elle veut porter des vêtements. Elle veut des beaux vêtements, donc elle travaille. Bah, c'est vrai ou pas? Oui. Bah, mais j'ai lu, je fais... Putain, mais Marina, c'est Dobby. Oui, j'aime travailler, mais j'aime aussi les beaux vêtements, donc je veux être payé. Pas comme tout le monde. Du coup, la cravate avec les fers à cheval, ce sera pour Marina. C'est ça. Dommage, vous avez que le son et pas l'image, mais Marina et nos cravates ornées de fer à cheval. N'importe quoi. Les elfes autour d'eux s'éloignent de plus en plus de leurs camarades embarrassants. Winky, elle, ne bouge pas de son tabouret, mais elle sanglote de plus belle. Quand Dobby dit que c'est lui qui a trouvé Winky après qu'elle se soit faite renvoyer, elle se jette littéralement au sol en hurlant de désespoir. Dobby, toujours pas perturbé. J'aime bien parce qu'il est là, il raconte sa life alors qu'elle est en PLS total. Dobby il explique qu'il a alors cherché du travail pour eux deux et c'est là qu'il a rencontré Dumbledore qui les a donc accueillis et engagés dans les cuisines de Poudlard. Comble du comble,
Dumbledore a en plus accepté de payer Dobby 1 galion par semaine avec 1 jour de congé par mois. Alors Hermione dit que ça reste quand même pas beaucoup, tout ça, mais Dobby explique que Dumbledore lui a proposé plus, 10 galions par semaine et les week-ends de libre, mais là, ça faisait beaucoup trop pour lui. et du coup, il a réussi, je cite, à baisser son salaire. L'employé idéal pour tous les patrons. Non mais excusez-moi, mais en fait, là, ça fait 3 mois que je travaille chez vous. Je veux baisser mon salaire parce que ça fait beaucoup trop, quoi. Mais du coup, ça veut dire que Dumbledore, quelqu'un paye aussi Dumbledore. Qui paye Dumbledore, du coup? Si Dumbledore paye Dobby. C'est une drôle de réflexion, mais paradoxalement, je pense que c'est le ministère de la magie. Okay. Ouais, je pense, parce que le ministère est impliqué dans les affaires de Poudlard. Et d'ailleurs, va trop s'impliquer au bout d'un moment. Mais ouais, non, je pense que ouais, c'est le ministère. Puis même toute l'école, elle doit être financée aussi par le ministère. Une école publique. Bah, je sais plus s'il y a des frais d'inscription, mais j'imagine quand même que c'est public. Hein. Parce qu'on sait qu'il y a des bourses, par exemple, pour les fournitures scolaires et tout. Je pense que l'internat et tout, c'est payant, forcément, non? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool de voir Dobby. Je pense que c'est le premier leader syndicaliste chez les elfes. et c'est toujours un peu la même question, mais c'est à se demander à ce point-là, tellement qu'il est différent des autres. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres? C'est une question qui n'a pas de réponse en soi, mais Dobby, c'est un extrême marginal chez les elfes de maison. C'est-à-dire qu'il faisait partie d'une famille peu recommandable, celle des Malfoy. Et qu'est-ce qui a résonné chez lui pour qu'il se dise c'est mal au point que je vais leur désobéir, je vais aller prévenir Harry Potter qu'il est en danger, etc. Qu'est-ce qu'il fait de lui, tu vois, genre, on sait pas en fait, ça reste un mystère, mais c'est beau. Et aussi, je crois qu'on s'était posé la question dans un précédent podcast, c'est pas ouf que Poudlard embauche autant d'elfes de maison, mais on avait émis la théorie que c'était aussi Dumbledore qui vient en aide à des elfes de maison. Et là, on en a la preuve, en fait, parce que dans ce qu'explique Dobby, que une fois que t'es renvoyé, plus personne veut de toi. Et pour le coup, lui, Dumbledore, il accepte les elfes de maison. Et en plus, il est prêt à les payer et tout. Donc, mais je pense que là, Dobby, c'est le premier à avoir demandé, quoi. Dans les recherches que j'ai fait à ce propos, j'ai constaté que c'était Helga Boufsouffle qui avait, au départ, sauvé plus d'une centaine d'elfes. Du coup, c'était un peu la précurseur avant Hermione. Ouais, et du coup, c'est un héritage d'Helga Boufsouffle. Ouais. C'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des dérives en fonction des directeurs et des directrices qui se sont succédés. Peut-être qu'à un moment, c'était vraiment de l'esclavage, je sais pas, mais sous la direction de Dumbledore, je le crois pas. Et là, on en a la preuve que Dumbledore, il vient en aide aussi aux elfes en leur donnant un travail, en leur redonnant presque... même pas presque, en fait, en leur redonnant une raison d'exister, parce que ils aiment tellement travailler aussi que si tu leur offres pas du travail, je pense que c'est la fin, ils dépérissent, quoi. Bon, ouais, on voit l'exemple avec Winky. La question que je me demandais, c'est où ils dorment, en fait, tous ces petits elfes de maison. Est-ce qu'ils dorment dans les cuisines? Est-ce qu'ils dorment... Ouais. Moi, je pense qu'ils ont des petits dortoirs accolés aux cuisines. Je pense. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette description. Enfin, on sait pas. Ouais. Et il est dit que la cuisine, c'est énorme. C'est aussi grand que la grande salle. C'est une réplique de la grande salle, mais sous terre. Donc, on peut imaginer quand même que c'est tellement grand qu'il doit y avoir des endroits, des petites couchettes, des trucs comme ça, quoi. Quand Hermione demande à Winky combien elle est payée, l'elfe cesse enfin de pleurer et elle se redresse. Elle répond à Hermione qu'elle est peut-être une elfe déchue, mais qu'elle n'est pas tombée assez bas pour se faire payer comme Dobby. Elle a surtout honte de s'être fait renvoyer. Et quand Hermione lui dit que c'est plutôt Monsieur Croupton qui devrait avoir honte, elle la supplie de ne pas insulter son ancien maître. Donc on a un peu la nouvelle et l'ancienne école ici, entre Dobby et Winky. Dobby explique que même si elle est désormais libre de le faire, Winky ne parvient pas à dire ce qu'elle pense de son ancien maître. Mais en ce qui le concerne, Dumbledore lui a bien confirmé que Dobby pouvait dire que son ancien maître est par exemple... Bon, il a du mal à le dire, alors il le murmure dans l'oreille d'Harry. Dobby peut dire par exemple que Monsieur Malfoy est un vieux loufoque complètement cinglé. J'imagine bien Dumbledore dire ça et le dire vraiment mot pour mot. Ah, vous pouvez le dire, Dobby, que Monsieur Malfoy est un vieux loufoque complètement cinglé. Vous avez l'autorisation, oui. J'imagine la scène dans le bureau.
Et j'aime bien aussi le fait dans le texte qu'une fois qu'il a dit ça à l'oreille de Harry, il est dit que Dobby a un rire épouvanté. Je le vois bien un peu fou, surpris de sa propre audace, genre ah, la liberté. C'est ses premières bêtises. Ouais. Dobby surenchérit en disant 7 fois à voix haute. Ça lui donne un peu du courage, du baume au cœur. Et là, il dit à voix haute qu'il pourrait dire oui, par exemple, il pourrait dire que ses anciens maîtres sont, il prend sa respiration, qu'ils sont de très mauvais sorciers et qui pratiquent la magie noire. Et là, Dobby il reste un moment immobile, tremblant de partout. Puis il s'approche d'une table et là, recommence ses vieux démons. Il se cogne la tête pour se punir à l'ancienne. Il se punit à l'ancienne en couinant « Méchant Dobby, méchant Dobby ». Ça fait mal au cœur, c'est vrai. Mais ouais, ça fait mal au cœur. Ouais, c'est-à-dire que l'alignation est tellement puissante que même Dobby, qui est hyper dans la liberté, dans le désenchaînement, dans le désesclavage, tu vois, là, il va trop loin et ses vieux démons reviennent. C'est vraiment tellement mis en eux, vraiment, le fait qu'ils sont des esclaves et tout, que voilà, c'est dur de quitter, on va dire, cette condition de se dire, bon, ok, maintenant je suis libre, hein, et de plus avoir de pensée comme ça en mode, ok, maintenant je peux dire ce que je veux, je suis payé, mais allez, quitter un schéma comme ça. En plus, on voit que c'est vraiment de génération en génération comme ça, on va dire d'esclaves, et ça doit être hyper dur de. Je me demande pourquoi c'est le premier, quoi, aussi. Pourquoi c'est le premier à avoir, ou c'est peut-être le premier qui a été dit dans Harry Potter. Peut-être qu'il y en a eu d'autres qui ont essayé de se révolter. Ouais, peut-être aussi. Mais qui vivent, qui, ça se trouve, ne survivent pas parce que finalement, ils n'ont pas d'employeur. Est-ce qu'ils sont marginaux? Ils vivent en marge de la société? Est-ce qu'ils peuvent se nourrir? Est-ce qu'ils peuvent vivre? C'est compliqué. D'après le témoignage de Dobby, j'ai tendance à croire que peut-être certains elfes qui ont eu le courage et la force de se rebeller contre leur famille, ça se trouve, ce sont des elfes qui ensuite ont fini mal parce que plus de travail, plus de famille de sorciers qui veulent bien d'eux, et ils sont quand même dépendants des sorciers, quoi, qu'on en dise. Et donc, du coup, malheureusement, ils ont peut-être eu une fin triste, quoi. Et d'ailleurs, quand on y pense, là, Dobby, par exemple, on sent qu'il y a une limite dans la liberté qui lui est accordée aujourd'hui. Enfin, il n'arrive pas à prendre pleinement cette liberté. Mais c'est tout nouveau pour lui. Il dit que ça fait une semaine qu'il est là avec Winky, qu'il travaille pour Dumbledore. Et puis, ça veut aussi dire qu'il a galéré, en fait. Parce que ça fait 1 an. C'est-à-dire que pendant tout le tome 3, quand nous, on n'a pas entendu parler de Dobby, lui, il toquait à la porte des familles de sorciers, il essuyait refus sur refus. Il a peut-être eu une vie un peu de marginal pendant 1 an dans la rue et tout. Enfin, c'est terrible, quoi. Il voulait vraiment travailler. Et là, on peut se demander, même pour un galion, je veux dire, les sorciers veulent pas avoir un elfe déchu chez eux, quoi. C'est aussi la mentalité des sorciers qui est aussi, du coup, là, qui est remise en question, quoi. Genre, s'il y a eu plusieurs révoltés comme Dobby, pourquoi ne pas accueillir un elfe en plus, on sait que c'est puissant, qu'un elfe de maison, ça a vraiment une magie assez développée. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une baguette, parce qu'avec une baguette, on peut se demander, quelle puissance ils auraient. C'est un peu, je rebondis à ça, mais c'est un peu le même discours qu'on a dans Hogwarts Legacy avec la révolte des gobelins, qui peuvent pas non plus avoir de magie en eux. On peut imaginer qu'il y aurait peut-être une révolte des elfes. Voilà, c'est des questionnements, bien sûr, mais je me demande vers où ça pourrait aller, quoi, si on développe plus ce thème. Il me semble qu'il y a à la bataille de Poudlard, il y a des elfes de maison. Je crois. Les elfes de maison, ils combattent auprès des élèves. Ça se demandait, forcément, Hermione va avoir son importance parce qu'on sait que dans l'univers étendu, elle devient ministre de la magie et notamment un de ses combats, ça va être libérer les elfes de maison, notamment. Mais peut-être aussi que la chute de Lord Voldemort va être un facteur déterminant pour ces changements-là, parce que du coup, toutes les familles nobles, toutes les vieilles familles avec des principes arriérés et tout, c'est la fin aussi, c'est la déchéance d'une certaine image du monde magique. Et du coup, peut-être qu'après la bataille de Poudlard et la chute de Voldemort, c'est une ère un peu plus progressiste dans le monde de la magie. Je le vois un peu comme ça. J'aime bien penser ça. Et d'ailleurs, c'est une temporalité que j'aimerais voir, par exemple, peut-être dans une autre fiction, un truc comme ça. C'est quoi le monde de la magie aujourd'hui?
bien que ça a l'air moyenâgeux dans ce qu'on se connaît, et il y a peut-être encore un truc un peu comme ça daté dans le temps, mais je pense que maintenant, comme on voit avec Hermione qui devient ministre de la magie, forcément que la société sorcière devient plus moderne, forcément. Et en tout cas, l'apport de la modernité, c'est indéniable. Donc ouais, et c'est ce qui arrive. Les sorciers sur Instagram. Hein. ouais. Mais ça prend du temps tout ça, et va falloir un Dobby, va falloir une Hermione qui devient ministre, etc. Ça prend du temps, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est encore. C'est pas très étonnant que les familles qui ont des elfes de maison sont pas prêtes de changer là-dessus, quoi. C'est l'époque, malheureusement. Harry éloigne Dobby de la table sur laquelle il est en train de se taper la tête, je le rappelle, et il lui dit qu'il a sûrement besoin encore d'un peu d'entraînement. Et Winky, elle rétorque que Dobby devrait avoir honte de parler de la sorte. Parce que elle, au contraire, elle s'inquiète tous les jours de ce que devient son pauvre monsieur Croupton, parce qu'il a besoin d'elle au quotidien. Sans compter qu'elle porte la honte de sa lignée, car ses ancêtres travaillent pour les Crouptons depuis toujours. Hermione lui dit d'un ton ferme que Croupton a l'air de très bien se débrouiller par lui-même. Alors Winky est surprise, et Hermione précise que oui, Croupton se rend parfois ici à Poudlard, qu'ils l'ont vu ici, parce qu'il est un des juges du tournoi des 3 sorciers, avec notamment Ludo Verpé. Lorsqu'elle entend le nom de Ludo Verpé, Winky semble en colère. Elle dit que c'est un mauvais sorcier et que son maître ne l'aime pas du tout, mais qu'elle garde les secrets de Monsieur Croupton avec elle. Puis elle se remet à pleurer de plus belle à ses souvenirs. Moi, je me demande ce qu'a bien pu dire Barty senior à propos de Ludo Verpé. Bon, on peut imaginer qu'il l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il a dit de lui exactement? Je sais pas. Qu'il est accro au jeu. Ouais. On avait déjà un petit peu analysé, mais c'est vrai que c'est deux contraires, quoi. Barty senior et Ludo Verpé, mais ouais, j'aimerais bien être un peu dans la tête de Winky et vraiment savoir ce que son ancien maître a bien pu lui dire. Harry, Ron et Hermione continuent de bavarder un peu avec Dobby en buvant leur thé. Ron promet de lui offrir le pull qu'il recevra de sa mère à Noël et que ça devrait parfaitement se marier avec le cache-théière qu'il porte. Au moment de partir, les elfes se précipitent pour leur proposer tout un tas de victuailles à ramener avec eux. Hermione refuse poliment, mais Harry et Ron remplissent évidemment leur poche d'un maximum de gâteaux possibles. 2 salles de ambiance, Hermione et les garçons. Harry dit à Dobby qu'il peut venir le voir s'il le souhaite. C'est ça dont on faisait... oui. En même temps, oui, ça fait qu'une semaine qu'il est à Poudlard. Ouais, ça fait pas longtemps. Hein. Ouais. Et puis il lui demande, je crois que c'est là dans le texte, je crois que c'est vraiment Dobby qui dit est-ce que Dobby pourra venir voir son Harry Potter? T'imagines Harry, ce gros tarbat? Non, c'est bon. Moi, je m'en souviens de ma 2e année, là, c'est bon, quoi. C'est vrai qu'il peut y avoir un traumatisme chez Harry. Hein. Il a failli mourir à cause de lui. Hein. Harry, évidemment, il accepte, hein, comme je l'ai dit, que Dobby vienne le voir. Et là-dessus, il quitte l'elfe de maison qui a l'air plus heureux que jamais. Sur le chemin du retour, Ron se dit que finalement, il a longtemps été impressionné par Fred et George quand il ramenait de la nourriture dans la salle commune, alors que, en fait, c'était facile, quoi, hein, quand on sait comment rentrer dans la cuisine. Et là, c'est un mythe qui s'effondre pour Ron un peu. Bon, en fait, easy, quoi. Hermione, elle en tire la conclusion que l'arrivée de Dobby peut être une bonne chose pour la communauté des elfes à Poudlard, parce qu'en le voyant heureux avec son salaire, eux aussi vont peut-être réclamer les mêmes droits. Harry se dit pourquoi pas tant qu'il ne s'approche pas plutôt du côté de la pauvre Winky toute déprimée. C'est vrai que là, ils peuvent être influencés par Dobby, mais ils peuvent être aussi influencés par Winky. Ça reste à voir. En plus, c'est passé ça ou ça va passer? Il me semble que Winky, elle s'est mise à boire aussi, non? C'est dans le futur, ouais. C'est dans le futur, ça. C'est pas quand encore ils y arrivé. retourneront, ouais. Mais après, ça se trouve, elle est déjà un petit peu... trop de peine. Ça se trouve, elle a déjà pris de la bière au beurre, là, je sais pas, mais ouais, la prochaine fois, elle sera vraiment capoute. Harry se demande, comme nous, ce que Croupton a bien pu dire sur Verpé. C'est ce dont on parlait. Hermione y met l'hypothèse qu'il a sûrement dit de lui que c'est pas un très bon directeur de département. Ce qui, précise Hermione, n'est pas complètement faux par ailleurs. Ron dit qu'il préférait quand même travailler pour Verpé plutôt que Croupton. Avec un sourire, Hermione lui conseille de ne pas dire ça
devant Percy. Ça fait du bien de les voir réunis un peu tous les trois. En plus, là, on se dit, tiens, Hermione les dirige vers les cuisines de Poudlard, donc elle va peut-être les énerver avec la SALE. Et en fait, non, elle est juste là pour que Harry et Ron rencontrent Dobby, mais surtout Harry. Et puis, même à la fin, ils ont une complicité, Hermione et Ron et tout. Enfin, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps, quoi. Genre, Harry, c'était le paria, Ron lui faisait la tête. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus léger. C'est agréable, je trouve. Ron, qui attaque maintenant un éclair au chocolat, se dit de toute façon que Percy ne travaillerait jamais pour quelqu'un qui a de l'humour. Et oui, et je vous cite quand même cette dernière phrase de Ron à propos de Percy, qui est priceless, notons-la. Si les plaisanteries pouvaient danser toutes nues avec le cache-taillère de Dobby sur la tête, ils ne les verraient même pas. Et c'est une nouvelle fin de chapitre. Merci Kevin d'avoir participé à ce chapitre. Merci Jérémy. Merci à vous. Bah ouais, c'était sympa. C'est un chapitre assez léger, ça fait plaisir, quoi. C'est peut-être... l'atmosphère est cool et différente des autres. Bon, il y a eu la première tâche, il y a eu toute la préparation, le stress, le harcèlement. Et là, on est sur un truc plus léger, même s'il y a Winky et tout, mais... léger par rapport à Hermione et la SALE. Ouais, il y a toujours un truc, mais... Oui, ça va, les petites blagounettes, la fête en l'honneur d'Harry... C'est ça. Mais c'est un chapitre aussi intéressant niveau lore, je trouve. C'est vraiment un chapitre où on vient se poser des questions aussi en mode pourquoi ils sont là, enfin comment ça se fait, enfin ça quitte, on va dire, l'histoire de Harry pour aller vers on va dire le lore Harry Potter. Je trouve ça le chapitre intéressant pour ça. Puis je trouve que si on est un petit peu regardant en tant que lecteur, c'est aussi un chapitre qui vient rappeler que Monsieur Croupton est un personnage important de l'histoire. Parce que ce qu'on a vu avec Winky et à la Coupe du Monde de Quidditch, ici ça revient. Parce que Winky revient à Poudlard. Effectivement, Monsieur Croupton est à Poudlard aussi de temps en temps. Et donc, si on est un petit peu averti, on peut se dire tiens, c'est intéressant qu'on nous ait présenté Winky et Monsieur Croupton à la Coupe du Monde, et puis que là, que ça revient et que ces deux personnages sont maintenant dans Poudlard. Un petit indice déjà, en fait, en soi. Et merci Marina pour ta participation. Ah, merci Marina pour ta participation dans ton chapitre. La meilleure partie des deux, je trouve. Merci. Ça va, j'ai dit merci à vous, je suis pardonné. Est-ce que vous avez un personnage qui vous a marqué durant ce chapitre? C'est vrai que souvent on dit je crois qu'on a tous le même, mais finalement on n'a jamais le même. Mais là, est-ce qu'on a vraiment pas tous le même? Je sais pas qui dans ce chapitre. Winky, elle fait de la peine, mais en même temps, je suis contente pour Dobby. Dobby, il est heureux. Il a eu son salaire bas comme il le voulait. Il a quand même un jour de congé. Son salaire bas. Oui, c'est ça. Il peut s'habiller, Fashion Week. Tout va bien pour lui. En plus, il va pouvoir revoir son pote Harry Potter. Moi, j'aime bien. Et toi, Kevin, si tu devais retenir qu'un personnage? Pour la blague, j'allais dire du coup Dumbledore qui a accepté du coup les conditions de Dobby, mais en vrai, revoir Dobby, le câlin Harry Dobby aussi, c'est marquant, quoi. Ouais. Là pour le coup on a tous le même, mais c'est normal, il rayonne tellement dans le chapitre, ça fait trop plaisir de revoir Dobby, quoi. Ah, t'as Dobby aussi? Pour son excentricité, son côté Fashion Week, son avant-gardiste social, c'est trop cool de le voir comme ça, trop heureux, toujours aussi admiratif de Harry. Et c'est un personnage tellement important dans la saga, même si, tu vois, moi je suis le premier à avoir des critiques envers Dobby dans la Chambre des Secrets, tout ce qu'il fait et tout, c'est incroyable, surtout en tant qu'elfe de maison, mais il aurait pu le faire autrement. Il y a toujours le comportement de Dobby n'est pas parfait, tu vois, et on peut même se poser la question, pourquoi autant d'admiration, pourquoi autant de fascination sur Harry? Mais là, c'est juste la joie de le revoir, en fait. Et on partage ce bonheur avec Harry, et je trouve ça cool. Et puis il a une chouette cravate, hein. Comme la cravate, ça fait tout. Et justement, est-ce que tout ça, ça vous a inspiré pour renommer le chapitre? Kevin, est-ce que tu as une proposition ou pas? J'en ai
deux. Ouais, il y en a une où j'aime moins faire le fier. J'ai la proposition sérieuse. Du coup, c'est Harry Potter et la Coupe du Feu, chapitre 21, une pincée de révolte. Oh. Cette référence avec la cuisine et voilà, et la révolte à la fois de Dobby et de Hermione. Et sinon, j'ai aussi Hermione Etchebest dans Cauchemar en cuisine. Pas mal. Ah ouais. Et toi, Jérém? Et toi, Marina? Et toi, Jérém? Tu l'as pas fait, t'es en train de réfléchir. Et là, je suis sûr que Etchebest, en plus, t'as la rage parce que t'es là en mode « Ouah, la super idée !» Ouais, non mais en fait, j'imaginais un titre avec un mélange de Dobby Top Chef et Dobby Fashion Week, tu vois. Ouais. Non, puis moi, c'est pas original non plus, c'est réunion syndicale aux cuisines de Poudlard. Franchement, chapeau bas à Hermione Etchebest. Ouais. Cauchemar bravo. en cuisine. Ouais. Je pense que c'est celui-là qu'on retiendra et que les auditeurs et auditrices retiendront aussi parce qu'on est nuls, Marina. Et que vous, auditeurs, vous, auditrices... C'est toi qui as voulu remettre le renommage Vous de êtes bien meilleurs que nous. Mais si, c'est trop bien. Et de toute façon, vu tous les commentaires qu'on a reçus, on l'enlèvera plus, c'est sûr. Moi-même, j'étais content quand c'est revenu. Ah, voilà. Quelle erreur on a Pouvoir fait. être créatif. Voilà, il est temps, justement, on parle de vous, les auditeurs et auditrices. Il est temps de vous écouter et d'entendre vos voix dans la volière. Et nous commençons par le hibou sonore de Bastien. Salut Marina, salut Jérémy. J'ai une petite question concernant les portraits des anciens directeurs qui sont dans le bureau du directeur de Poudlard. Souvent on dit que ce sont des souvenirs, mais c'est vrai que je comprends pas bien le principe, parce que pour moi, un souvenir, donc ça représente la personne au moment où elle est décédée, mais pourtant il me semble que les directeurs ils peuvent communiquer avec ces portraits, donc même, je crois même que Dumbledore leur demande des conseils. Mais pour moi, à partir du moment où on leur pose des questions, eh ben on va leur apprendre des choses. Donc par exemple, si Dumbledore leur dit je suis inquiet sur le fait que Voldemort soit de retour, bah du coup les portraits vont apprendre que Voldemort est de retour. Mais du coup, c'est une information qu'ils n'avaient pas au moment où ils sont décédés. Et donc pour moi, ce sont plus vraiment des souvenirs, ce sont des personnes qui ont des nouvelles informations en leur possession. Donc voilà, j'ai un peu du mal à comprendre le principe. Je ne sais pas si vous pourriez m'éclairer sur le sujet. Merci beaucoup. À bientôt. Alors là, je suis devant le wiki et le wiki dit que... Donc là, je parle par exemple des représentations en peinture des directeurs. Donc c'est dit qu'il est d'usage de les peindre durant l'exercice de leur fonction. Et une fois le portrait terminé, le directeur l'enferme dans un placard, puis lui apprend à se comporter et à agir comme lui. Mais il peut aussi lui confier certains souvenirs importants qu'il souhaite transmettre à ses successeurs. Mais après, j'ai l'impression que on le sait pour les directeurs et directrices, pour les autres tableaux, on ne sait pas trop si vraiment... je pense pas que tous les portraits des tableaux aient discuté avec les vraies personnes autour de leur vivant. Comme le chevalier, par exemple, du Catogan. En fait, il a une personnalité. Mais d'où vient cette personnalité ? On s'était déjà posé la question, en fait, si la réussite du tableau, du fait de peindre des portraits, venait aussi avec le talent magique du peintre. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait du coup je suis graphiste dans la vie et du coup, j'ai fait les beaux-arts pendant 5 ans. Et c'est vrai que même durant nos études, moi, j'ai clairement vu qu'il y a autant la place, on va dire, de la création pour quelqu'un. Là, on peut imaginer, du coup, c'est pour les directeurs. L'artiste va peindre un peu un portrait vraiment très, très fidèle à la réalité. Et on peut imaginer que comme le chevalier du Catogan, ça peut être l'interprétation, on va dire, de l'artiste, comme un artiste à l'époque pouvait peindre un Napoléon en grandiose sur un cheval majestueux, alors que la réalité était peut-être tout autre. Du coup, moi, j'imagine vraiment ça dépend de la volonté de l'artiste et du travail qu'on va lui donner à ce moment-là. Ouais, de l'artiste, du créateur. Ouais, et peut-être justement dans les portraits, peut-être que les portraits de directeurs et de directrices de Poudlard
sont un peu à mettre à part parce que c'est des portraits qui sont préparés et du coup on sait effectivement, comme tu l'as dit, que les directeurs et directrices forment, entre guillemets, font l'apprentissage de leur propre tableau, ce qui doit être un peu étrange. Hein. J'imagine la scène, tu racontes ta vie à un portrait de toi-même. Bon, ego trip plus, mais mais c'est marrant à imaginer. Puis on peut imaginer peut-être la même chose pour des personnes importantes du monde de la magie. Je sais pas, le ministre de la magie qui doit avoir son portrait aussi. Il doit y avoir tout un historique comme ça des ministres. Mais après, même si la personne représentée a pris part ou non dans la conception du tableau, par exemple si c'est uniquement l'interprétation du créateur et de l'artiste, je pense que dans un cas comme dans l'autre, enfin pour tous les portraits, je vois ça un peu comme les fantômes en fait. C'est-à-dire que les personnages, ils peuvent réagir, mais c'est pas pour autant que je les vois évoluer ou grandir par les connaissances qu'ils engrangent. Parce que ce qui gêne un peu Bastien là, dans son message, c'est ça que j'ai compris, c'est que par exemple, même si Dumbledore il dit bon bah ça, il faut que tu t'en souviennes, c'est important, il faut que ça soit Voldemort qui tue Harry, il faut pas que ça se passe autrement et tout machin. Donc le portrait il le sait, mais le portrait, si tu lui dis un truc après la mort de Dumbledore, eh ben il engrange une nouvelle connaissance et tu vois. Mais moi je pense qu'il engrange de la connaissance, il peut réagir à ce que tu lui dis, mais un portrait c'est comme un fantôme. C'est pas non plus comme si t'avais la personne en face de toi. Ça reste juste des réactions par rapport à ce qu'était la personne au temps de son vivant. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas justement peut-être l'essence de ce qui fait l'esprit humain, c'est-à-dire évoluer, grandir, changer, se tromper. Je pense que en fait, quelque part, les tableaux comme les fantômes sont programmés. C'est un peu comme des IA en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elles obéissent à un algorithme préétabli. Et en fait, les portraits et les fantômes peuvent pas réellement, je pense, malgré la magie, sortir de cet algorithme-là. En tout cas, je le visualise un peu comme ça. Je le vois un peu comme le journal de Jedusor, en mode souvenir sur souvenir. Et au final, c'est pas Jedusor vraiment c'est pas Voldemort qu'on voit sortir de son journal dans le tome 2, c'est un souvenir comme ils l'ont indiqué. Du coup, pour moi, j'imagine aussi si on prend un tableau de quelqu'un, genre on prend le tableau de Dumbledore, on le met dans une pièce à part et on dit, c'est une autre personne qui fait son éducation, le Dumbledore sera différent du Dumbledore de la vraie vie, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, sur Tom Jedusor, c'était marrant, mais on s'était aussi déjà demandé, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Voldemort avait réussi dans le 2 à vraiment retrouver son corps? Mais du coup, ça aurait été plus que le retour de Voldemort, ça aurait été le retour de Tom Jedusor, parce qu'il n'est pas encore Voldemort à ce moment-là, en fait. C'est juste qu'il apprend ce qu'il est devenu, mais il le sait pas encore. Donc, en fait, on n'est pas le même à 17 ans que des années et des années après, ouais. Mais moi, ça me fait aussi penser au spectre, quand Harry retrouve ses proches décédés quand il utilise la pierre de résurrection. D'ailleurs, Dumbledore le met bien en garde de ça et tout, que on peut pas faire revenir les morts, que c'est pas possible. Alors la pierre permet de le faire, mais comme la légende le raconte aussi bien, ce sont pas vraiment les personnes qui reviennent, c'est une espèce d'image fantasmée qu'on a d'eux. Mais en fait, je sais pas, quand Harry voit ses parents dans le Priori Incantatum à la fin du 4, ou quand il voit ses parents dans la forêt interdite, dans les reliques de la mort, c'est une image de ses parents, mais c'est pas ses parents en eux-mêmes qu'il voit. Ses parents, ils sont en lui, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important à comprendre peut-être dans Harry Potter, parce que on revient pas de la mort. En fait, la mort est un aller simple. Et c'est important de le comprendre, ça, parce que bien que ça soit un univers magique où tout semble possible, eh ben, la magie ne permet pas cette règle absolue qui est la fin de la vie, en fait. Et on le voit bien, hein, la quête de Voldemort est une quête vaine, parce qu'il veut devenir immortel, mais même en étant le plus grand magicien de tous les temps, tu n'y arriveras pas, parce que c'est pas dans l'ordre naturel des choses, quoi. Il y a un peu quelque chose de ça. Nous passons au hibou sonore de Mira. On écoute ça. Salut la fréquence, salut l'invité, salut Marina et Jérémy. Du coup, je viens de terminer le dernier épisode sur le Magyar à Pointe et je me suis posé une question sur Karkaroff, parce que en gros, on disait que c'était un ancien fidèle de Voldemort, qu'il était allé à Azkaban par rapport à ça, et en fait je me suis dit mais Karkaroff, lui, il vient de je ne sais quel pays du Nord, en tout cas le pays de l'école d'Armstrong, et
comment est-ce qu'il a connu Voldemort? Du coup, on n'a jamais parlé du fait que Voldemort, il était peut-être international. On sait que le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant des Animaux Fantastiques, oui, lui, il avait été à l'international, mais Voldemort, on n'a jamais su ses plans, en fait, pour l'international. Voilà. Merci, bisous. Son business plan pour l'international. Il n'y a pas une chanson à l'international, non? Ça me dit un truc. Ouais. Merci Mira pour ton hibou, et j'aime beaucoup ton petit accent, notamment sur Magyar à Point. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, pour Karkaroff, finalement, c'est peu de choses de sa biographie, je crois. Même sa nationalité, elle est inconnue. On sait qu'il vient d'Europe de l'Est, mais à part ça, on ne sait pas vraiment de quel pays. D'ailleurs, on ne sait pas où se trouve Durmstrang précisément. Après, effectivement, on peut supposer sans trop de problèmes qu'il vient d'Europe de l'Est. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce que tu demandes, Mira, c'est comment il a rencontré Voldemort. Je ne crois pas qu'on sache. Et comment il s'est enrôlé avec les Mange-Morts, là, pour le coup, on ne peut qu'imaginer. Après, je ne sais pas vraiment si Voldemort était connu dans le monde entier. J'ai tendance à penser que non. Il était surtout actif au Royaume-Uni, dans le pays, en fait, où il est finalement parvenu même à renverser le ministère. Hein, on le voit dans les Reliques de la Mort. Je l'imagine bien avoir une influence étendue dans d'autres pays d'Europe. Et on le sait, hein, qu'il avait une influence en Europe. Par exemple, Madame Maxime et Hagrid vont tenter de convaincre les géants dans l'Europe du Nord, parce qu'ils se sont majoritairement ralliés à la cause de Voldemort au temps de la Première Guerre. Donc on voit qu'il a ce genre d'influence. Il va se réfugier dans la forêt d'Albanie, par exemple, dans un autre pays européen. On sait aussi, petit élément auquel j'ai pensé, on voit que le Premier ministre bulgare, au début de la Coupe de Feu, rappelez-vous, il reconnaît Harry sans trop de problème. Il connaît très bien la légende de Harry et de Voldemort. Enfin, l'histoire est peut-être connue mondialement, mais j'ai l'impression qu'elle est surtout plus connue en Europe, et que Voldemort a surtout terrifié le Royaume-Uni plus que d'autres pays. Après, à l'inverse de ça, je veux dire, Voldemort, il aurait pu être une menace pour la communauté internationale s'il n'avait pas été arrêté. Je pense que s'il avait réussi ses plans, qu'il avait été vraiment à son prime, je pense que lui, son objectif à terme, une fois son immortalité acquise, c'est de régner sur le monde des sorciers. Enfin, au bout d'un moment, il aurait été connu dans le monde entier. Je pense pas qu'il y soit arrivé. Je pense pas qu'il soit arrivé à cette étape-là, mais je sais pas ce que vous en pensez. Il y a peu de choses, hein. On est sur de la théorie, sur de l'imagination, mais... Moi, j'avais trouvé un petit texte de J.K. Rowling sur, j'ai peur de le mal prononcer, Wizarding World, Ouais. avec mon accent. Okay. Elle expliquait qui était Karkaroff, et je l'ai un peu traduit. Enfin, il est marqué: Karkaroff était un homme égoïste et sans scrupules qui encourageait une culture de peur et d'intimidation parmi les étudiants. Et de nombreux parents ont même retiré leurs enfants pendant qu'il était en charge. Du coup, moi, j'imagine qu'il avait déjà un penchant pour justement les forces du mal. Et il a peut-être aussi l'idéologie de Voldemort a sûrement franchi les frontières pour les personnes qui étaient un peu plus attirées par les forces du mal, quoi. Du coup, c'est peut-être en bouche à oreille, en mode voilà, quand il y avait tel meurtre, tel crime qui a été commis. Je pense que on le voit. Nous, on a toute l'actualité. Je suis belge et on a toute l'actualité française qui arrive en Belgique. Du coup, on est vite au courant de ce qui se passe, on va dire, en France. Du coup, j'imagine que ça peut vite se propager aussi, en tout cas en Europe, en mode peut-être qu'il y a un membre de la famille qui travaille justement en Bulgarie avec un hibou. Les nouvelles vont vite, quoi. Et je pense que de là, c'est peut-être comme ça que que Karkaroff, a été au courant de ce qui se passait en Europe, au Royaume-Uni, que Karkaroff était au courant de ce qui se passait au Royaume-Uni, et il s'est mis en tête de rejoindre Voldemort à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et puis la question, c'est aussi de savoir, est-ce que c'est Karkaroff qui est venu chercher les Mange-Morts et Voldemort, ou est-ce que c'est les Voldemort ou les Mange-Morts qui sont venus à lui? Parce qu'on sait qu'il y a des Mange-Morts qui sont enrôlés. On sait que dans la bataille de Poudlard, il y en a qui sont du côté de Voldemort parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon leur famille meurt. Il y a aussi toute une ambiance comme ça il y a tout un côté sectaire, je pense, un côté aussi sectaire, dans de menaces, de contraintes, de chantage. Et Karkaroff, je le vois bien, je sais pas, peut-être s'enrôler par lui-même
comme un idéaliste et puis en fait se rendre vite compte du merdier dans lequel il s'est mis, quoi. Et on le voit bien parce qu'il fuit complètement dans la coupe de feu là. Une fois que Voldemort est de retour, d'ailleurs, il survivra pas longtemps. En même temps, il a quand même sorti de prison parce qu'il a balancé tous les autres mange-morts, donc c'est vrai que je peux comprendre. mais je pense que c'est un opportuniste, Karkaroff. Il s'est sans doute enrôlé chez les mange-morts par opportunité aussi. Enfin, par opportunisme, ouais. Et nous passons au hibou sonore d'Audrey. Hello Marina, Jérémy et votre invité du jour. J'ai ma petite fille actuellement qui a des douleurs de croissance dans les jambes. Je me souviens moi aussi que ça me faisait très mal, le cartilage, les tiraillements dans les jambes quand je grandissais. Et ça m'a fait penser au polynectar et au fait que on change de forme de corps. Et je me suis demandé si, à votre avis, est-ce que ça fait mal de changer de forme de corps? Parce que il y a des personnes qui sont plus grandes que, par exemple, Harry, quand il se transforme en crêpe ou Goyle, il devient plus grand et plus volumineux. Est-ce que ça lui fait mal? Je me rappelle pas que dans les livres, il est question de douleurs particulières. Mais je me dis que normalement, ça doit peut-être faire mal. Sauf si dans le polynectar, il y a un ingrédient magique. Bonne journée. Peut-être un Doliprane qui permet de calmer les douleurs. Non, ouais, moi j'imagine ça douloureux, inconfortable. Ouais, parce qu'il y a quand même de la peau qui s'étend, des organes qui naissent. Ouais, je vois pas ça comme une procédure très, très sympathique à vivre. En tout cas, Harry, il le vit très mal dans le tome 2. J'ai une citation et il y a le mot douleur dedans. La douleur le fit tomber par terre, pantelant, et il vit soudain ses mains grandir, des doigts s'épaissir, ses ongles s'élargir et ses jointures saillir sous sa peau. Ouais. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est... Ouais, je pense que ça fait très très mal. Puis on le voit bien, ouais, ils sont pas bien, les trois, surtout Hermione, mais pour d'autres raisons. Oui. Mais je pense que c'est super douloureux. C'est vrai qu'il y a aussi la scène du 7e livre où il y en a plusieurs qui se transforment en Harry. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me demande si à ce moment-là, il marquait... je me demande si à ce moment-là, il y a indiqué qu'il y a de la douleur ou... Enfin, chez ces personnes. J'ai pas souvenir, je t'avoue. J'ai surtout un souvenir très marquant du 2, avec la première expérience de Harry et Ron. Mais ouais, j'ai l'impression que dans le chapitre des 7 Potter, c'est un petit peu plus expéditif, en fait. Enfin, je veux dire, ils la prennent, pouf. Je me souviens plus de leur réaction à être dans la peau de Harry que le fait de prendre le polynectar lui-même. Ouais. Et moi, je me suis demandé aussi sur Barty Croughton Jr. parce que il en a pris pendant quasiment 1 an. Est-ce que tu t'y habitues pas à un moment donné aussi, je pense? Pour lui, c'est forcément moins douloureux parce qu'en fait, il perd jamais vraiment la forme. Il retrouve jamais vraiment sa forme de base, en fait. Il le prend en continu justement pour garder tout le temps la forme. Donc, il a eu qu'une grosse transformation, en fait. Peut-être la nuit, quand même, non? Je sais pas. Parce que, par exemple, le polynectar que Harry, Ron et Hermione prennent, les effets se dissipent au bout d'1 heure. Je sais pas si on peut faire un polynectar qui dure plus longtemps. Mais si c'est 1 heure, il peut pas boire toutes les heures, quoi. Je sais pas. Bah, peut-être en alarme, parce que t'imagines, il se passe un truc de nuit, une attaque à Poudlard et il en prend et hop, il se transforme direct. Ah oui, par contre, là, oui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Non, j'imagine qu'il perd aussi son œil, en fait, à chaque fois, alors. Bah oui, ouais. Ah ouais. Ah oui, ça, c'est horrible, ça doit être horrible. Ouais, la nuit, il doit avoir une alarme pour toutes les heures. Ouais. Ça se trouve, il dort sous perfusion de polynectar. Mais c'est horrible, l'année qu'il a passée, quoi. À jouer la comédie, à prendre du polynectar. Oui, il l'a choisi. En même temps, c'était pour te faire. Ah oui, non, mais on a de la pitié pour lui en ce moment. Le pauvre, en même temps, vous imaginez ce qu'il a vécu. Je le prends pas en pitié. Loin de là, même, voilà. Non, en tout cas, Audrey, ça doit pas être très agréable. On ne recommande pas à la fréquence de prendre du polynectar. Ne faites pas ça chez vous. C'est fou. Seul un professionnel peut. Ouais. Ceci a été réalisé par des professionnels dans le tome 2 et dans le tome 7. Ne le reproduisez pas chez vous. À consommer avec modération. Et dans le tome 4. Enfin, dans Harry Potter, ce sont des professionnels, ne le faites pas. Allez, on passe au dernier bout sonore de cette volière du chapitre 21. Cette fois, nous allons écouter Alex. Salut Marina, salut Jérémy, salut à l'invité du jour.
Je suis en train d'écouter le dernier épisode où vous faites référence à Rogue qui agresse littéralement une gamine de 14 ans, en l'occurrence Hermione. Et ça me donne envie de vous faire part d'un raisonnement que j'ai depuis très longtemps en fait. Et je pense que je vais me mettre tous les Serpentards à dos et je vais essayer de nuancer mon propos. Mais en fait, je comprends pas comment on peut dire... J'ai du mal à comprendre en tout cas comment on peut revendiquer qu'on est de Serpentard. Évidemment qu'il y a du bon dans chaque école. Évidemment qu'il y a du bon en chacune des personnes, et c'est le cas dans la vraie vie, et heureusement. Mais pour moi, Harry Potter, initialement, c'est un roman pour enfants, à la base. Et la seule caution des Serpentards, c'est le rôle d'antagoniste pour moi. Je veux dire, c'est évident que Drago, que Rogue, que tous les Serpentards qu'on connaît, ils ont été mis là pour avoir le rôle des méchants, stupides, très peu nuancés. Alors évidemment que Drago, il a une évolution qui est incroyable et je l'adore pour ça aussi, mais on voit bien que Rogue, c'est un abruti fini et peu importe ce qui se passe à la fin, pendant tous les romans, il agit comme un abruti, comme quelqu'un qui harcèle de pauvres élèves. Et il y a des aspects stylés sur Serpentard. Je trouve que leur blason il est trop beau. Je trouve que c'est un petit peu badass. Et avec le recul aussi qu'on a, je trouve, avec l'âge qu'on a pris, que les fans ont pris, évidemment qu'on a beaucoup plus de nuances à apporter au personnage. Et même dans la suite, quand l'Enfant Maudit a été créé, ils ont voulu apporter cette nuance-là. Mais de base, pour moi, revendiquer qu'on est de Serpentard, c'est vraiment revendiquer le côté méchant, bête et méchant. Et j'ai toujours eu du mal avec ça. Alors, désolé pour tous les Serpentards, mais... c'est ce que je pense. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous permettre de réagir comme ça. J'espère que j'aurais pas été trop long. J'ai essayé de faire court. Et bonne continuation, à bientôt. Merci Alex. Merci, tu balances un hibou sonore, un hibou. Tu vas faire grosse polémique Alex, entre tous les auditeurs et les auditrices. Tu t'es mis dans une sauce, mais tu n'as pas idée. On connaît un peu nos auditeurs et auditrices. Les ultras de Serpentard. Ils vont vouloir avoir un droit de réponse. On a senti la colère monter chez eux là quand ils ont entendu ton hibou. Non mais en vrai c'est intéressant et c'est pour ça qu'on l'a gardé parce que ça peut être un débat. En tout cas c'est intéressant d'en parler. Je vous dis ce que j'en pense puis après on peut en débattre. Mais c'est vrai que la représentation qui est faite de Serpentard dans l'histoire, elle est ultra stéréotypé, ça on le dit souvent, on le regrette. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas quelque chose qui réussit dans les livres Harry Potter et dans les films, c'est même peut-être encore pire parce que ça force le trait. Mais je trouve qu'il manque clairement un, voire plusieurs personnages qui viennent un peu nuancer cette maison de Serpentard. Alors on peut dire Drago Malfoy, mais là pour le coup je donne raison à Alex. C'est vrai que Drago Malfoy, il est là surtout et avant tout en figure d'antagoniste, c'est l'obstacle de Harry, etc. Et donc ça reste, malgré son évolution hyper intéressante, ça reste un personnage stéréotypé qui n'aide pas forcément à nuancer la maison Serpentard, même si on pourrait en débattre. Mais bref. On peut aussi lancer l'argument que on est sous le point de vue de Harry. Donc ça, c'est souvent le truc qui peut revenir. On est sous le point de vue de Harry, il faut pas oublier que dès le tome 1, on dit à Harry, Serpentard, c'est là où tous les mages noirs ont été, c'est horrible. C'est pour ça qu'il a aussi cette image lui-même de Serpentard. Et on vit toute l'histoire de Harry Potter à travers le regard de Harry. Et ça, il faut pas oublier dans le point de vue du narrateur. Mais le texte n'est pas très subtil de ce côté-là. Voilà, encore une fois, il faut bien le dire. Moi, je trouve que, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où ça englobe même quelque chose d'un peu plus large dans ce qu'est Harry Potter, même dans notre rapport, par exemple, avec J.K. Rowling aujourd'hui, c'est que, en fait, la revendication à la maison Serpentard, elle dépasse l'œuvre de Harry Potter, la saga elle-même et la représentation qu'en est faite. C'est les fans qui se sont appropriés cette maison, qui se le sont appropriés d'une autre manière que de la manière dont elle est représentée dans les livres et les films, même si on peut développer un headcanon autour de cette maison, parce que je pense que c'est ça qui arrive, c'est vraiment les fans se sont appropriés la maison en disant en fait ces valeurs-là, c'est pas que les stéréotypes qu'on voit dans la saga, c'est aussi des vraies valeurs qu'on peut revendiquer, etc. Et moi je suis un Serpentard et pour autant je suis pas quelqu'un d'horrible quoi, et pourtant c'est ma maison et tout ça. Donc moi je trouve ça beau en fait dans ce geste de revendication. Après c'est vrai que ça n'enlève pas certaines bases qui restent vraies, et c'est là où je pourrais aussi
pour le coup donner un petit peu raison à Alex, c'est qu'il y a aussi la réalité historique de cette maison qui est donnée, le canon de la maison dans Harry Potter. Et par exemple, je sais pas moi, quand c'est un mot de passe pour aller dans la salle commune, et un des mots de passe c'est sang pur, par exemple, dans le tome 2. Donc c'est vrai, après, est-ce que tu te sentirais d'aller dans une maison qui a ces valeurs-là, en tout cas dans les années 90? C'est là où il peut y avoir débat, parce qu'il faut pas oublier que c'est un vrai truc, quoi. Genre le discours de Drago Malfoy dans le tome 2, il n'y a pas vraiment enfin en tout cas pas à notre connaissance, il n'y a pas de contre-argument à ça. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être la pensée majoritaire chez les Serpentards. Enfin, il y a pas de contre-argument à ça. Donc il y a cette question-là qui peut se poser aussi. Donc moi, je retiendrai surtout que c'est les fans qui se sont écartés de l'œuvre, en fait, et qui ont créé leur propre headcanon. Faut pas voir les fans qui se revendiquent à Serpentard comme des lecteurs ou des spectateurs de films qui aiment la représentation quand on est faite dans les films et les livres. Ça va un peu plus loin que ça. Maintenant, je vous donne la parole après ce long monologue où tout le monde s'est endormi, je le sais. Je te laisse commencer, Marina. Non, je te laisse commencer. Kevin, t'es l'invité. Ça marche. Moi, j'ai fait le journaliste de terrain et j'ai demandé justement à Adéos ce qu'elle en pensait. Voilà. Et elle m'a répondu, je vais la lire. Elle m'a dit: oui, je suis fière d'être Serpentard. On ne voit que le côté mauvais de la maison, alors qu'il y a beaucoup de qualités qu'on ne met pas assez en avant. On le voit bien, tous les Serpentards dans Harry Potter ne sont pas mauvais. Personnellement, je suis ambitieuse, pas forcément dans le travail, mais dans mes projets perso. Je suis rusée, car si je n'arrive pas à quelque chose, je trouve le moyen de contourner pour y arriver, mais jamais au détriment d'autrui. Et je lui ai demandé si elle pouvait me donner des noms justement de Harry Potter de Serpentards qui sont pas mauvais. Et elle a quand même cité du coup Horace et Regulus Black. Ouais. Du coup voilà. Mais en effet, je pense que les fans, comme tu dis, ont repris cette maison pour se l'approprier avec les valeurs qui sont données aussi pour les Serpentards, l'aspect rusé, l'aspect d'avoir de l'ambition, etc. Et en fait, l'ambition et tout, je crois qu'on le retrouve chez Gryffondor, par exemple. Sauf que chez Serpentard, ce qui est reproché, en fait, c'est qu'ils sont rusés et ambitieux, mais ils seraient prêts à tout pour parvenir à leur fin. L'extrême, oui. Ouais, il y a le côté, en fait, extrême des Serpentards. Après, comme on le disait, on a un peu toutes et tous toutes les caractéristiques de la plupart des maisons en nous. Hein. Donc après, on choisit aussi celle qui nous convient le plus. Hein. Mais ce que je trouve intéressant avec Serpentard, c'est effectivement que les fans s'identifient à la maison par rapport surtout à ses valeurs, parce que même si je pense qu'il y a des fans qui sont des Serpentards qui sont fascinés par Drago Malfoy, qui adorent ce personnage, ou même certains mange-morts et tout, je pense qu'on est plus de l'ordre de la fascination que de l'identification réelle. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est pas forcément le cas, en tout cas moins avec les autres maisons, majoritairement, je dirais. J'ai l'impression plus que si on est à Gryffondor, c'est peut-être aussi parce qu'on s'identifie aux personnages principaux. Moi, je suis à Cerdex, c'est peut-être par hasard, c'est Luna et un de mes personnages préférés. Il y a un petit peu plus ça, mais quoique Poufsouffle, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce même délire. On s'identifie plus à l'esprit de la maison qu'aux personnages connus qui y sont rattachés. Et ça, je trouve ça noble, en fait. Mais après, il faut, et là, c'est ce que je répondrai à Alex, il faut s'éloigner, en fait, de l'histoire qu'on connaît. C'est du headcanon. C'est pas parce qu'on se revendique être de Serpentard qu'on appelle des Némoldus des Sandbourg, quoi. Et voilà, c'est aussi dans un imaginaire où la maison a pas toute cette art-là, quoi. Puis c'est pas parce qu'on est de Gryffondor que absolument on va jouer les justiciers à tous les coins de rue, défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Ouais, il faut doser. Hein. Faut doser. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui se revendiquent pour certaines maisons, mais plus par les qualités qui sont mises en avant, quoi. Ouais, non, mais ouais, carrément. Mais c'est intéressant, mais c'est bien que tu aies demandé à Deos, parce que ceux qui sont le plus à même effectivement de répondre, ce sont les Serpentards eux-mêmes. Non, il n'y en a pas dans ce podcast. On n'a que 2. J'aurais dû demander à Lydie aussi. Ouais, Lydie, ouais. Alors, non, mais ça, c'est important. Et je pense que c'est aussi, c'est pour ça que, je sais pas, je mentionnais J.K. Rowling, par exemple, mais
je pense que c'est un truc qui est un peu général avec le fandom d'Harry Potter, c'est que il y a l'œuvre qu'on adore analyser, on le fait toutes les semaines à la fréquence, mais il y a aussi comment on vit notre passion d'Harry Potter, et en fait ça dépasse l'œuvre, on le voit très bien. Enfin, ça va au-delà du canon de Harry Potter, et l'affirmation et l'identification aux maisons, je trouve que ça rentre complètement dans cette démarche-là. En fait, on se revendique de Serpentard par les valeurs de la maison, mais pas forcément par la représentation qu'en est faite dans les livres ou les films. Bon, c'est pas une petite question qui clôture la volière de cet épisode. Sinon, pour les beuglantes, vous voyez ça avec Alex. Ouais. Non, on va les transférer. On envoie directement chez lui. Alors, son adresse postale et un rue. Non, Bon, en tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à candidater vous aussi en nous envoyant un court message de préférence audio, soit un MP sur nos réseaux ou bien par mail. Si ça fait quelque temps que vous n'avez pas été cité, n'hésitez bien sûr pas à nous recontacter. Je diffuse aussi quelquefois des hiboux sonores en stream sur la petite chaîne Twitch du Stream 9 Tracker. Je sais pas pourquoi je prends cet accent anglais pour vous dire ça. Donc n'oubliez pas d'y jeter un œil. Les replays sont d'ailleurs accessibles sur la chaîne YouTube la plupart du temps. La chaîne YouTube du podcast, hein. Il y en a qu'une, c'est facile. On vous invite à aller checker la description de l'épisode. Tous les liens sont là pour vous abonner et ne rien rater. Merci à tous ceux qui s'abonnent aussi sur les différentes applis d'écoute. Pensez à le faire pour être sûr de ne pas rater les nouvelles sorties. La fréquence est accessible à peu près partout. Sur certaines applis, vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, voire des commentaires. D'ailleurs, on fait un coucou à Cécile, Elodie CS, Alice Alire, Nymphéa et Nad qui l'ont fait dernièrement sur Apple Podcast. Vous êtes pas mal à nous écouter sur Spotify, bien sûr. Sachez que vous pouvez nous envoyer votre retour sur chaque épisode via le petit question-réponse. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà, vous pouvez laisser un commentaire sur chaque épisode. Et bien sûr, on lit toutes les réactions qu'on reçoit, les commentaires YouTube, pareil. Bref, n'hésitez pas à interagir avec nous. On aime beaucoup vous lire ou vous entendre. Et en plus, ça permet de donner plus de visibilité à notre émission et de toucher encore plus de fans. Et on apprécie fortement. Si vous aimez notre podcast, vous pouvez aussi le soutenir financièrement si vous avez la possibilité et l'envie de le faire. Sur Patreon, vous pouvez rejoindre nos Patronus et débloquer l'accès aux aftershows qu'on enregistre juste après avoir terminé les épisodes. Si vous êtes à jour et en manque de la fréquence, c'est un bon moyen d'avoir accès à du contenu chaque semaine. Moi, Kevin, j'espère que tu as apprécié cet enregistrement avec nous. Vraiment super. J'étais un peu stressé au début, mais au final... Ça s'est super bien passé. Vous mettez à l'aise et c'est cool de participer, quoi. Bah, génial. Donc, ça veut dire que tu es motivé pour l'after show. Ouais. Tu veux encore rester avec nous? D'ailleurs, si je peux m'autoriser à faire des petites dédicaces. Vas-y, c'est ton moment. Yes. Mais je vais faire. Je dois déjà inviter les gens à nous rejoindre sur Discord, hein, parce qu'avec déjà Cédric, il fait un super. L'architecte du Discord, il fait un super travail. Il sait mettre à l'aise, et on organise aussi des jeux parfois avec Cédric le vendredi soir, où vous pouvez me retrouver avec lui en présentateur de jeu. Et aussi, je vais passer le petite dédicace du coup aux amis que je me suis fait du coup via Discord. Je vais citer Adeos, bien sûr. Et encore merci pour avoir répondu à la question. Nimbus, il y a Mister Jérém, Arwen, Soso, Sari, Virginie. J'espère que j'en oublie pas d'autres. Et Remanu. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une super bonne ambiance. Et voilà, vous êtes toutes les bienvenues. Vous êtes toutes les bienvenues. Le lien est en description avec tout le reste, évidemment. Le Discord. C'est vraiment le meilleur réseau aussi pour discuter avec les autres auditeurs et auditrices. Et puis, des fois, Marina et moi, on y est aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, ce que font Cédric et puis tous les préfets et tout, c'est trop bien. Donc voilà, on vous attend sur le Discord, bien sûr. Et puis, big up à toute la commu, là, toute la commu Discord. Et on balance les cases dédiées comme sur Skyrock. Et tout de suite, la musique. Ouais, c'est ça.
Si comme Kevin, vous aussi, vous souhaitez nous accompagner sur un futur épisode, vous pouvez candidater sur ce même serveur Discord dont on parle depuis tout à l'heure. Là aussi, le lien est en description. Toutes les infos sont à retrouver dans le salon La Volière sous la catégorie podcast. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi aller très vite. Donc n'hésitez pas à vous lancer et à candidater dès maintenant. En plus de Patreon ou des abonnements sur le Twitch de Jérémy, on a un autre moyen de soutenir le podcast avec quelques galions, c'est notre page Tipeee qui est bien toujours là. Tant qu'il y a encore du monde, on la garde avec plaisir. Et comme le veut la tradition, on termine cet épisode en citant la liste des tipeurs et tipeuses au moment de cet enregistrement. Merci à Corsettiello, Mugi Ewara, Julien Bédé, Charlotte, Lucie, Poki Pims, Bispac, Despirit, Sophie, Kimi, Doc, Christelle, Aurélien, James, Pamela, Christelle et Chloé. La suite de notre relecture du tome 4 se poursuivra avec le chapitre 22 du tome 4 qui s'intitule La tâche inattendue. J'ai fait un peu un air mystérieux. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.